Allez. Ouais, c'est bon. Hop. Bonsoir le chat, bonsoir les picous, j'espère que vous allez bien. C'est un épisode en duo. Ça n'arrive pas souvent, mais ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode duo. Alors je crois que le dernier, effectivement, c'était en épisode bonus, c'était Weapons de Zack Cregger. 1h30. Mais en même temps, c'était passionnant. En même temps, c'était bien. C'était passionnant. En même temps, c'était bien. Mais, et le dernier qu'on a fait en épisode principal. Je crois qu'on n'a jamais fait de Pit Cinéma ensemble, je crois. Non. Je crois que ça devait être sur Shitlist. Alors ça se joue entre Shrek, Green Book et l'Exorciste 2, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'était bon, c'était sympa. Ouais. Hola comme dans Cartel. Oh, Kadhafi. Exactement. Oh, sa mère. Excellent pseudo, évidemment. Ah oui. Ah, d'ailleurs, Kadhafi, tiens, j'ai ton message, toi. T'as laissé un message, je l'ai bien. Je l'ai bien. D'accord, tu es en lien direct avec... Ah bah, j'ai un lien direct avec Kadhafi dans le ciel, directement. Tout à fait. Vision satellite, on pourra faire un duplex hein, si vous voulez, y a pas de problème. Salut Redfish. Bonsoir Redfish. Y a du monde. Pour Pedro, il y a du monde. Ah, dès que c'est un film d'auteur, ça y est, ça se calme. Hein. Alors, Blockbuster, on a tous les gamins là, qui sont prêts, là, qui sont chauds, là, qui sont là. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur mon film préféré? Mais sinon, là, après, pour le reste, non. Ah si, on a fait un F1 The Movie. On a fait un F1 The Movie tous les deux. Ah putain. En bonus Peak Cinéma, je crois. J'ai toujours pas regardé. Hein. Ouais, tu m'as juste posé des questions et voilà quoi. Ah ouais, non, mais j'ai toujours pas regardé. Non, mais enfin, c'était un enfer. Ouais, c'était un enfer, ouais. Je vois des images. Si, ça a attiré un mème qui me fait extrêmement rire, c'est celui de Javier Bardem, tu sais, qui a gagné et qui est là avec les feux d'artifice. Ouais. Bon, ça a attiré un mème, c'est bien. Mais c'est bien déjà, tu vois. Tu tires un mème d'un truc, déjà tout le monde a pas ça. Hein. Ouais, oui, t'es dans la postérité. Y'a pas trop de mèmes de tout sur ma mère, tu vois. Non, parce que c'est quand même assez à charger émotionnellement, on va dire quand même comme film. Ouais, d'une certaine manière, un petit peu. Un peu chargé, mais salut Xofer, très bien. On a dit combien de temps max? 1 heure? Je sais pas, on sait pas. Moi, je m'engage pas. 30 minutes de psychanalyse. Combien de temps le truc, c'est combien de temps sur le film et combien de temps sur le reste, parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Ouais, il y a la psychanalyse. On a. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé avec Luc sans que les autres soient là pour nous freiner, en fait. Oui. Et d'habitude, il y a ça, tu vois. Voilà. Il y a des gens qui sont là pour faire attention à ce qu'on dise pas trop de conneries et tout. Là, non. Et bah là, ils sont pas là. Ils sont pas là. Donc, je sais pas. D'ailleurs, si l'épisode tourne mal, vous pourrez dire, bah c'est de leur faute. Vous pourrez dire, il fallait être là. Tu vois, parce que là, vous savez ce qui se passe quand personne n'est là pour nous empêcher de dériver. Ah, oui. Voilà. Donc. Ah non, mais là, je pense que ça peut mal tourner. On peut jouer beaucoup sur l'impro. Ouais, c'est terrible de dire ça. Hein. C'est terrible de dire ça, mais je déteste. Hein. Vous faites du stand-up, vous êtes nuls. Direct. Donc ça peut être très 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 dur. Partir en couille très vite. Effectivement. Le film, c'est de l'huile de palme à Cannes. Oui, bah. Moldovar, de toute façon. En même temps. Du fous les pieds, hein. Pedro, il a ses petites entrées, quoi. Tu vois, il connaît tous les restos du coin, quoi. Y a pas de problème. Et il connaît les Dardennes. Ah bah bien sûr. Bah, il connaît tout le monde. Hein. Sauf que Pedro, tu sais, c'est un peu, voilà. Quoi. Là, clairement. Bon, est-ce qu'on commencerait pas, Marvin, l'épisode directement? Allez, on emballe. Bienvenue à tous dans Pixema, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. C'est l'histoire de Manuela, interprétée par Cecilia Roth, qui élève seul son fils Esteban, joué par Eloy Azorin, qui veut devenir écrivain. Pour son 17e anniversaire, Manuela l'emmène au théâtre voir un tramway nommé Désir, interprété par Uma Roro, une actrice qu'ils admirent tous les deux. Et à la sortie du théâtre, en attendant que la star lui signe un autographe, Esteban est renversé par une voiture et meurt peu après. Ce film, c'est Tout sur ma mère de Pedro Almodóvar. À l'occasion de la sortie de son nouveau film Autofiction, on en profite pour revenir sur un de ses films cultes. Mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Leledec et aujourd'hui, pour juger avec moi Tout sur ma mère de Pedro Almodóvar, je suis accompagné du seul, de l'unique, Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Hcast. Bonsoir Marvin. Buenas tardes. Ouais, évidemment. Bah, vous connaissez mon nom, ce soir, c'est bonsoir. Oui, bah tu joues à domicile. Ah bah presque. Voilà. Même si Barcelone, c'est pas mon côté préféré. Je vous cache pas que. Alors,
Tiens, ça m'ouvre à plein de questions, putain, Marvin. Voilà, parce que là, comme on disait en intro, de toute façon... Parce que là, on façon... rentre presque dans la psychanalyse, en fait. Bah, déjà, il y a la psychanalyse, il y aura de l'étude sociologique ce soir. Il y aura de l'étude. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est surtout qu'en fait, on expliquait à l'intro, bon, le fait qu'on soit que tous les deux, c'est jamais une bonne idée. C'est rarement une bonne idée. C'est rarement une bonne idée. On a besoin d'habitude, on a des gens qui sont là, qui sont presque payés en fait, pour nous empêcher d'aller plus loin. Enfin, presque, c'est un peu leur fonction première. Et là, ce soir, ils sont pas là. Non, donc ça peut partir. Ça peut mal tourner, donc. Mais en même temps, peut-être que non. Peut-être que les gens vont apprendre des choses sur nous, sur vous. Peut-être que vous allez apprendre des choses sur vous-même aussi, le chat, puisque pourquoi pas vous faire participer si on fait un peu de psychanalyse, il n'y a pas de problème. Bien sûr. On est là aussi pour que tout le monde s'ouvre ce soir. Ce soir, c'est Radio Libre. Moi, je te le dis. Ce soir, c'est Radio Libre. C'est Radio Libre. Mieux que Diffoul et le Doc, là, on vous fait largement mieux. Là, on va faire un truc là, ça va être incroyable. Ça va être magnifique. On a beaucoup de sujets à aborder, beaucoup de choses très personnelles. Déjà, je voulais commencer par Barcelone, destination de merde. Je trouve que c'est vraiment la destination où il y a le plus de glands en termes de touristes. Ouais, Barcelone, c'est de la merde. Ouais. Non, mais soyons honnêtes. Alors après, j'ai un biais, il faut le savoir. Dis-moi. Donc, une partie de mon histoire familiale émane de la Catalogne. Tu vois, donc je connais bien les Catalans. Je connais bien les Catalans. Et le fait de bien les connaître fait que du coup, je les aime pas. Voilà. J'y peux rien. Non, mais je comprends. Moi, je me sens comme un traître, tu vois. Je me sens comme un traître. Moi, je préfère la Castilla, comme on dit, tu vois. Ouais. L'autre côté, tu vois, le côté pour moi le plus noble. Tu vois, Real Madrid plutôt. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. Mais tu sens quand même que tu viens un peu côté bourgeois de l'Espagne. Ouais, clairement. Moi, voilà. La ville du roi. Moi, je suis dans la ville du roi. Est-ce que tu te comportes un peu comme un roi? Mais tu te comportes un peu comme un roi espagnol. Il faut le dire. Exactement. Mais de toute façon, je pense que c'est dans mon patrimoine génétique d'une certaine manière. Quelque part, ouais, je pense. Faut le dire. Bien sûr. Peut-être du sang, en fait, du sang royal. Non, Barcelone, honnêtement. Destination de merde. Même si, bon, j'ai tiré une balle sur Alizé. Désolé, mais c'était pas voulu. Mais après, bon, voilà. Tous les gens, ils vont faire un tour, machin. Mais c'est naze. Voilà. Barcelone, c'est comme Ibiza, un peu, d'une certaine manière. Genre, en plus grand. C'est l'Ibiza des pauvres. Non, mais quelque part. Un peu. C'est bien pour tourner des téléréalités, tu vois, les ch'tis à Barcelone, ce genre de truc. Je sais pas si ça existe, mais peut-être ça existe, tu vois. Non, mais peut-être que c'est aussi, tu vois, la destination de nos influenceurs qu'on n'aime pas. Un peu, tu vois, dans l'idée. Un peu. Non, et puis c'est les destinations brandées un peu la fête, quoi. Cool. La fiesta, pour être dans le langage, bien sûr. Et donc, du coup, on s'en fout. Tu vois, genre, on a passé la c'est bon, les conneries, ça va. On va les couilles. Non, c'est vrai. On est mieux dans la ville du roi, d'une certaine manière. Voilà. Donc, plutôt Madrid, pardon. Je vais dire plutôt Real de Madrid. Plutôt Madrid. Mais aussi, voilà. Bien sûr. Ah, mais c'est bien, parce que j'en découvre sur toi. C'est vrai qu'on n'a jamais trop parlé de l'Espagne. Même si ça venait de tes origines, c'est vrai qu'on en a jamais vraiment parlé. C'est une partie, c'est une des multiples... Il y a un peu de tout, tu vois, mais dont ça. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des musées. Effectivement, il y a des musées. Oui, j'y vais pour la culture. Oui, bon, j'y vais pour les meufs. On connaît. Bon, c'est bon, merde. Non, mais arrêtez des conneries. Non, mais la culture, mes couilles. Déjà, ça me fait penser à... C'est la meuf qui avait montré... Je connaissais pas, c'est un peu un mème d'internet, ce truc. En gros, tu sais, il y a des vidéos de massage de chiropracteurs là, sur YouTube. Là, c'est des spécialistes, ils font des millions de vues et tout avec ça. Et en fait, il y en a, tu sais, c'est chiropracteurs de l'Amérique du Sud, avec des meufs super bonnes. D'accord. Et dans les commentaires, t'as les mecs qui mettent « Je suis un homme de culture, je suis là pour la culture. » Bon, voilà. Donc c'est pareil. Quand tu vas à Barcelone, tu dis « Oui, j'y vais pour la culture. » Voilà, j'y vais pour la culture. J'y vais pour la culture. On sait que non. Bien sûr. Ouais. Non, mais bien sûr, c'est vraiment une culture. On entame justement sur la culture tout de suite, puisque la première fois qu'on parle de Pedro Almodovar dans l'émission, puisque bon, on va jamais le foutre dans shitlist, faut pas déconner. Franchement, même avec les films mineurs, même les films mineurs ne vont pas dans shitlist. Honnêtement, si on reprend tu vois, même dans le... Franchement, je sais pas, parce que même avec la pire mauvaise foi possible, j'ai cherché, mais vraiment, je crois pas qu'on puisse trouver... Non. Et qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme étant un peu plus mineur, tu vois son truc avec... Je sais pas, peut-être que Douleur et Gloire, tu vois. Et encore, Douleur c'est pas mal, j'aime bien. C'est celui avec Antonio Banderas. Ouais, j'aime bien. C'est un truc un peu autobiographique, d'une certaine manière. Non, j'aime bien celui-là. C'est compliqué de trouver un truc vraiment mineur. Celui qui m'a un peu plus fait chier, c'est son recueil de courts-métrages, là, où il y a Pedro Pascal qui est dedans, à un moment donné.
Ouais, mais En vrai, dernier. avant qu'il soit partout, quand même, il faut lui reconnaître. Oui, mais c'était déjà chiant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais même, tu vois, dans les trucs récents, Madres Parallelas, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal. Même Ouais. Les Amants Passagers, tout ça, c'était cool, tu vois. Donc, d'une Hum. certaine manière, il y a quand même. C'est difficile de trouver quelque chose de vraiment mauvais, quoi. Enfin, Non. vraiment très mineur, quoi. Non, non, et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi, t'as l'image, enfin, c'est-à-dire que quand même, c'est quand même quelqu'un qui filme extrêmement bien. Il a une sens Ah de bah la. oui, oui, non, mais En bien plus, sûr. Oui. enfin, c'est juste La qu'il a un colorimétrie, je sens. dirais. Ouais, il a un sens des couleurs, il a un sens vraiment, pour le coup, purement artistique, même dans son choix des décors, dans Oui, son oui, choix oui, des bien sûr. costumes. Enfin, c'est là, on le verra dans Tout sur ma mère, mais t'es là, t'es. Ah oui, putain. Enfin, Ouais, 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 clairement. non, non, c'est assez ouf. Tiens, en parlant de maman, ta relation avec ta mère, toi, ça se passe comment? Est-ce Ah, que t'es un peu comme Almodovar, tu serais prêt à faire des films sur ta mère? je sais pas si je franchirais ce pas. Je suis pas persuadé. Hmm. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en même temps, c'est difficile. C'est difficile parce que est-ce qu'il parle vraiment de sa mère ou alors dans quel film, etc. Parce qu'il y a vraiment plein de personnages qui se télescopent, tu vois. C'est genre un petit peu. C'est C'est un plutôt des recueil, ouais. caractères, on va Hmm. dire, Oui, qui se oui, qui se croisent, retrouvent, ouais, qui bien sûr. s'affrontent. Voilà. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah, de toute façon, je sais pas, après le chat, vous me direz, vous pouvez nous dire hein, si vous serez capable de faire un film sur votre mère. Si votre mère vous passionne à tel point que vous en ferez du cinéma, n'hésitez pas à nous le Voilà. dire, Est-ce que pas de vous êtes problème. un peu de la team Almodovar et Ou, ou vous êtes plutôt de la team Harry Astor, c'est-à-dire que vous détestez votre mère, vous avez des problèmes avec votre baronne. c'est possible aussi. C'est possible. Voilà. C'est possible. Enfin, et vous pouvez être un peu les deux. Oui, quelque part. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez être un peu les deux et faire momie, quoi. plutôt... Non, mais c'est vrai, d'une certaine C'est plutôt manière. Dolan, Harry Astor ou Voilà. Almodovar. Vous pouvez être Dolan aussi. Vous pouvez être Xavier, d'une certaine manière. C'est vrai. Ah, c'est vrai, vous êtes peut être la team Xab aussi. Oui, Ça réfléchit dans le chat, ça réfléchit dans le ça chat. réfléchit fort, hein, effectivement. Ah, ça réfléchit, terrible. Mais non, non, après, c'est vrai qu'Almodovar, moi, ça. Alors, j'ai pas tout vu par 50% de ces films. Mais de ce que Ça fait j'en ai déjà vu, de toute beaucoup. façon, enfin, c'est vraiment. Enfin, j'ai jamais trouvé un film nul, quoi. Tu vois, je me suis dit, bon, Non, vas-y, quoi. non, et puis il a quand même une trajectoire intéressante. Mais on en reparlera tout à l'heure parce que Tout sur ma mère, c'est un peu le premier basculement, on va dire, plus chargé émotionnellement, en tout cas plus dramatique, Hmm. moins léger, en tout cas que, je sais Ouais, pas, par ouais. exemple, Femme au bord de la crise de nerfs, Talon aiguille, tout ça, tu vois. Et il y a même des étapes comme ça. Tu vois, ça peut aller jusqu'à La Piel qui habito, quoi. Ce qu'en fait quand même Oui. un réalisateur extrêmement versatile, mine de rien. Hmm. La Piel qui habito, je crois que c'est d'ailleurs son film qui a le plus de succès. Hein. Critique et. Enfin, pas Ouais, je pense. critique, mais Je pense succès aussi. Et public. d'ailleurs, c'est un succès un peu bizarre parce que La Piel qui habito, c'est un succès critique et public. Et ce qui est drôle quand même, c'est que je pense que dans sa filmographie, c'est un peu le film qui est en marge du reste, quoi. Oui. Tu vois. Oui, oui, Parce que oui, La oui, oui. Piel qui habito, c'est quand même. Alors oui, si tu connais sa filmo, tu connais ses obsessions, tu connais justement son sens de la palette chromatique, son obsession pour certaines thématiques un peu de fond, bah, le changement de sexe par exemple, hein. Mais là qui présente d'une manière complètement différente pour le coup. Et puis c'est quasiment un film d'horreur par instant, La Piel qui habito quand même. Enfin, je veux dire. Et puis mine de rien, enfin, Almodovar, il a souvent donné à Banderas des rôles qu'il trouve pas ailleurs, quoi. Ah bah Que ça soit oui, c'est là-dedans ou sûr. même dans Douleur et gloire, etc. On va dire la deuxième partie de carrière de Banderas, on va dire Banderas post la période sex symbole, Banderas mature, c'est Almodovar à 80%, je pense, quoi. Ah oui, non, complètement. Non, c'est sûr. Voilà. Ah, clairement. Mais d'ailleurs, c'est une histoire assez passionnante, leur amitié, parce qu'ils se sont fait la gueule à Ouais. un moment donné quand c'était Almodovar galérait encore un petit peu avec ses films et lui il était parti aux États-Unis Ouais, bien sûr. Ouais. avec. C'était la suite. Je crois que il s'est fait repérer lui. C'était avec Desperado, je crois que de Rodriguez en fait, qu'il Ouais. avait commencé à monter. Ouais, avec Desperado, ouais. Ce qui a été Avec ouais, un peu sa percée. sa percée à l'international et qui du coup il a Mm. eu énormément de succès et Ouais, que ouais. il a laissé un peu sous le carreau son meilleur pote Almodovar quoi. Effectivement, pour partir avec Robert Rodriguez et ce qui a mené d'ailleurs à cet horrible film qui était Il était une fois au Mexique, Ah ouais putain. Desperado Oui, 2. 2, Desperado 2, ouais. Ouais, ouais, non, Voilà. c'était ça Un c'était horrible, horrible truc, hein. horrible, horrible film, ouais. Je vais passer tout de suite sans transition à soutenez-nous, bien sûr, sur Patreon, bien Bien entendu. sur Patreon. Ah, Patreon. Patreon, pardon, Patreon. Patreon. Patreon.com/Pixcinema pour nous soutenir. Vous pourrez avoir l'épisode en avance sans pub, bien sûr, si vous avez été souscrit au forfait à 3€, le forfait à 5€. Le forfait à 5€, vous pourrez avoir aussi les épisodes exclusifs
Et le forfait à 10 €, là, c'est tous les bonus. Et en plus, on vous cite votre nom ou votre message ou votre pseudo qui a été modifié pour en faire un message à tous les épisodes. Il va citer tous les noms en espagnol. Ah non. Ah si. Non, mais non, j'ai fait le V2 allemand. Rogue One ne mérite pas la chute. Voilà, ce genre de choses. Je peux pas. Tu sais très bien que quand je fais un accent à chaque fois, je sais. C'est toujours un accent chinois. Le même. Et c'est pas du tout les faire chercher. Non. Quoi. Non, du Moi, coup, c'est un peu le cantelou du le cantelou de l'accent chinois, quoi. Bah ouais, qui en fait même pas un vrai accent. Enfin, c'est bizarre. De toute façon, qu'est-ce qui n'est pas bizarre chez moi, je vous le dis. Oui, c'est vrai. Je vais passer directement à la bande-annonce et puis on se retrouve après. Alors, Tout sur ma mère, sorti en mai 99, tourné en majorité à Barcelone, produit par Pedro et Agustín Almodóvar avec un budget de 4 millions de dollars, écrit et réalisé par Pedro Almodóvar, accompagné de Afonso Bretto à la photographie, musique d'Alberto Iglesias. Alors, c'était pas la première fois que tu le voyais, toi Tout sur ma mère de ton côté. Je l'ai déjà vu. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté, de ce film ? Alors, déjà, pour introduire le truc quand même, c'est que mine de rien, parce que le contexte est important pour ce revisionnage, c'est que je l'ai vu donc il y a un petit moment quand même, hein, parce que ça fait partie des trucs, c'est très vite qui ressortent, hein, Tout sur ma mère, voilà. Quand tu commences à regarder des films un peu autorisants, on va dire que bon, ça arrive. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, Volver, etc. Tu vois, genre. On va dire tous les films avec Penelope Cruz. C'est pour la culture, oui, bien sûr. C'est comme aller à Barcelone, c'est pour la culture. C'est pour la culture. C'est-à-dire que, effectivement, les gens qui regardaient Bandidas à une époque, c'était vraiment. C'est pour la culture. C'est la grosse culture. Il y a encore des gens qui sont en train de hyper Une nuit en enfer parce que, bien sûr, la performance. La culture. La culture, ta gueule. Oscarisable de Salma Hayek, on vous connaît. La culture. La culture. On vous voit et on le sait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on l'a cherché, figurez-vous, en France, en ce moment, il est disponible sur Paramount+. Et la petite surprise, c'est qu'il n'est qu'en VF. Non, il est en VO aussi. Non, il n'est pas en VO sur Paramount. Mais je l'ai regardé en VO sur Canal+, via Paramount. Eh ben moi, hier, on l'a regardé sur Paramount+, et je te promets que sur l'appli Paramount+, je pouvais pas passer en VO. Peut-être sur l'appli. Ce qui est dramatique dans ces cas-là. Là, c'est un C'est-à-dire que la passerelle OTT Canal+ permettrait d'avoir une VO qui n'existe pas. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais tout ça pour Canal+, vous dire, on met la VO direct. Vas-y, fermez-la. Tout ça pour vous dire que c'était l'une des VF les plus abominables que j'ai entendues de ma vie. Ah oui, la honnêtement, VF est nulle. Pour un film en plus de ces années-là, qui normalement nous a habitués à avoir quand même. Alors il y a quelques doubleurs reconnus dans le lot, hein, mais quand même. Enfin, je veux dire l'intention et tout. C'est la fête des accents. C'est la fête des accents là-dedans. Alors c'est la fête des accents, mais je veux dire, mais il y a un personnage. Vous allez très vite deviner qui c'est, à qui on a donné un espèce d'accent marseillais. Voilà. Donc en fait, très clairement, au travers du doublage, j'ai compris que Barcelone, c'était le Marseille de l'Espagne. Et je suis pas tout à fait en désaccord avec cette histoire. Alors, d'une certaine manière, voilà, je suis pas tout à fait en désaccord avec cette histoire. Après, plus sérieusement, pour revenir au film, en fait, il est déjà très intéressant dans la carrière d'Almodóvar parce que, c'est une première étape franchie vers on va dire une comédie moins légère, parce que c'est difficile finalement de classer le film dans un espèce de genre préétabli. C'est presque pas possible finalement, parce que même que tu connaisses ou pas la carrière d'Almodóvar, t'as déjà presque un espèce de premier best-of en fait, tu sais, très festival compatible de ce qu'il aime faire et de ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire que t'as 2 films en un qui se marient d'une manière assez miraculeuse. C'est-à-dire que pour moi, t'as d'un côté le Almodóvar core de ses œuvres précédentes. Donc on a cité Femme au bord de la crise de nerfs, par exemple, que je trouve être vraiment un super film, quoi. Qui est en fait le Almodóvar utopiste. Tu sais, c'est le Almodóvar qui fait une comédie un peu sociale, mais très utopiste, parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement marquant dans Tout sur ma mère. C'est que, alors le film traite comme souvent, chez Pedro, à quelques exceptions près, notamment les films avec Banderas, 2 personnages féminins. Là pour le coup, ça ne tourne qu'autour de personnages féminins. Et féminins dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que tu as des femmes, on va dire, à la vie dissolue. T'as des espèces de bourgeoises, surtout une espèce de bourgeoise qui, elle aussi, se retrouve avec beaucoup de points communs dans une manière d'avoir aussi une vie dissolue. T'as des femmes trans. T'as des prostituées, et là où je vois toujours une espèce d'utopie là-dedans, c'est que tu te rends assez vite compte que finalement ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent dans ton univers, ça compte pas tant que ça. C'est-à-dire que tout le monde est sur un pied d'égalité, les gens n'ont quasiment pas d'a priori
les uns envers les autres, en fait. En tout cas, les femmes n'ont pas d'a priori sur les autres, tu vois. Par exemple, t'as le personnage central de Manuela, tu comprends assez vite que le personnage qu'elle cherche, qui est d'une certaine manière le père de son fils décédé, Il est devenu finalement, c'est une trans, femme ouais. trans qu'on appelle Mmh. Lola, et c'est pas du tout le cœur du problème. Non. Le fait que ce soit désormais une femme, tu vois, elle est vraiment caractérisée comme une femme. Tu vois, les personnages trans sont caractérisés vraiment comme des femmes et ça ne fait pas l'ombre d'un doute dans cet univers. Dans Non. cette vision un peu utopiste du truc, c'est une sorte de progressisme avant-gardiste, hein, finalement, le cinéma Ouais, parce d'Almodovar. qu'on est Parce en que 99, hein, là. Faut bah, on est pas. en Ouais, ouais. 99, quand même. Là, je veux dire, va voir, va voir dans le cinéma américain la représentation des personnages trans. Là, d'ailleurs, tu vois, je veux dire, c'est le moment où on utilise encore les trucs genre Travelo, etc. Tu vois, vraiment, Ouais, on utilise ouais, ouais. encore ces mots-là dans le cinéma, tu vois. Et, euh, et c'est un truc de dingue dans Tout sur ma mère. Quand tu le revois aujourd'hui, tu te dis, mais c'est incroyable à quel point il est encore en avance sur l'époque actuelle. Tu vois, on n'est toujours pas à ce stade-là dans la réalité, tu vois. C'est-à-dire que tu Non. as des personnages de femmes de plein d'horizons qui se rejoignent au travers d'une tragédie, hein, bien sûr, mais qui finalement, en fait, vont se retrouver un petit peu à se télescoper à droite à gauche, avec leur vécu, avec leurs ambitions, etc. Et avec ce qu'elles sont, et elles sont toutes caractérisées comme étant des femmes, et ça ne fait jamais l'ombre d'un doute. Personne n'a d'a priori sur les autres femmes de cet univers, à l'exception d'un personnage éventuellement, donc qui est la mère de Rosa, donc incarnée par Penelope Cruz, du coup, qui, elle, a quelques a priori qui seront finalement assez vite balayés, tu vois, elle a changé, et voilà, il y a une sorte d'happy end où tout le Elle monde... couche avec la femme trans. D'ailleurs, il me semble, je crois que c'est ça, hein, non? Y a pas ce délire-là? Non, je sais plus. Non. Ah, je sais. Non, 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 non. Rosa a couché avec Lola, donc qui est Oui, une des femmes trans qui s'avère être le le père de. géniteur, d'une Oui, certaine oui. manière, du deuxième Esteban, voilà, parce qu'il y a trois Esteban, voilà, c'est un peu compliqué. Ouais, 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 faut Mais, suivre. mais en tout cas, tu as la mère de Rosa qui est celle qui a potentiellement le plus d'a priori. Même pas sur la transidentité des gens, d'ailleurs, c'est surtout sur leur statut de prostituée, tu vois, plus que sur le reste, c'est plus le mode de vie, en fait, que ce qu'elle représente, qui, en plus, d'une certaine manière, sans qu'il y ait trop d'efforts à faire, va, va complètement, en tout cas, c'est suggéré, finir par accepter l'espèce d'état de fait que toutes les femmes sont des femmes, en fait, d'où qu'elles viennent, tu vois. Et c'est Ouais, pareil, c'est ça. oui, et elle représente, oui, un petit peu aussi la sérophobie, parce que c'est vrai que On est le en plein film dedans. aborde ce truc-là, puisqu'il y a un personnage, donc, Rosa, Penelope Cruz, donc, qui se retrouve séropositive, parce qu'encore une fois, elle a couché avec une femme trans sans a priori, tu vois, Mhm. une femme trans toxicomane, mine de rien, tu vois, et elle s'est retrouvée à coucher avec elle sans a priori, et voilà, à devenir comme ça. Et en fait, elle est pas, à part pendant une espèce de scène un peu de colère de Manuela qui dure honnêtement 20 secondes, tu vois, elle n'est pas tant que ça jugée pour ça. Bah non. Non, Vraiment. non, non, du Il y a tout. ce, il y a ce truc où finalement, en fait, il y a une connivence qui se fait entre tous ces personnages qui viennent de différents milieux, de différents modes de vie et surtout de différentes strates sociales, parce que même Uma finit par se mêler au truc, tu vois. Et Oui, oui, au final, il y a une scène où elle se déconne, elle parle de bite. Elle parle ouais, de bite et de voilà, couilles. là, ça fait longtemps que j'ai pas sucé une bite, etc. Elles se retrouvent en fait tous au même endroit, au même moment, et c'est juste toutes des femmes avec des caractères différents et qui, très vite, comprennent que d'une certaine manière, ce qu'on aurait tendance à appeler aujourd'hui sororité, c'est un petit peu la solution à tous leurs problèmes. Tu Oui. vois? Sans que ce soit martelé, mais c'est quelque chose que le film te fait comprendre, en fait. C'est-à-dire que elles sont entre elles, chacune de leur milieu social, de leur identité de genre même différente, et finalement, elles s'entendent très bien entre elles, et elles sont toutes capables de se rendre des services, de se faire avancer dans la vie, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu as toute cette partie que je juge un peu utopiste, parce qu'on sait que dans la réalité, même encore C'est pas aujourd'hui en que. 2026, c'est même encore, je pense, plus éclaté qu'à cette période-là, tu vois, où il y a presque une vision un peu naïve, pleine d'espoir, tu vois, d'Almodovar à ce moment-là, Mhm. qui dit finalement, toutes ces personnes-là, ce sont des femmes et elles ont probablement beaucoup plus en commun que- Qu'elle pense. Ouais, qu'elles ont de ouais, différence, tu ouais. vois, d'une certaine manière. En tout cas, c'est ce que le film te raconte, quoi. Et à côté de ça, bah ouais, c'est peut-être le premier film où il met une charge émotionnelle si forte. Parce qu'il faut pas oublier que la base, justement, de cette espèce d'histoire de retrouvailles et d'amitié qui naissent ou qui se réattachent, on va dire, après les années, c'est quand même une énorme tragédie et Père d'un une enfant. amitié Ouais. brisée, et en tout cas un amour brisé à l'origine, quoi. Le film, en tout cas, il a cet équilibre qui va être fondateur dans la suite des travaux d'Almodovar, pour le coup, entre, ouais, cette espèce de vision candide, naïve, mais tu sais, totalement assumée, et une charge émotionnelle hyper lourde, quoi. Parce que,
parce que le film, il est malin là-dessus, parce qu'il est très bien écrit, il te le fait souvent oublier, mais il y a quand même 2 sujets très lourds qui sont au cœur du film, ils sont quand même la perte d'un enfant Mm. et, le sida, en fait, et le Oui, développement oui. du sida dans des années où c'est quasi une condamnation à mort quand tu sais que t'es. Tu Au vois, positif, bien sûr. voilà, il y a probablement, je sais pas où on en est de la trithérapie, etc. à ce moment-là, Oh, mais on en tout n'est cas, pas loin, on le n'est film te fait pas plus avancé. comprendre que ça va Ah, être compliqué. Voilà, c'est la merde. vraiment, Ouais. ça va être compliqué. Et à côté de ça, en fait, le film n'oublie jamais de glisser de l'espoir un peu partout, quoi. Et Ouais, voilà. ouais. Almodovar, il a ce talent-là. Non, il a ce talent-là de réussir, lui, à caser de l'espoir partout. Tu pourrais te dire que les fondations du film font qu'il n'y a pas vraiment d'espoir dans cette situation. T'as perdu ton gamin à 17 ans. Tu te retrouves à aller chercher son père qui, finalement, est une femme trans à l'autre bout de la ville, tu vois. En plus, t'as ce truc Madrid-Barcelone qui est quand même. Enfin, faut savoir qu'en Espagne, Madrid-Barcelone, c'est 2 univers opposés, hein. Je veux dire, voilà, Hmm. on parle pas pareil, on pense pas pareil, il y a beaucoup de choses différentes, quoi. Tu te retrouves à traverser quasiment, enfin pas traverser le pays, mais vous comprenez ce que je veux dire, pour aller retrouver ça, pour en plus te retrouver euh, à, euh, à être dans le cercle amical de l'actrice qui a indirectement participé à la mort de ton fils. Enfin, je veux dire, tout est lourd, tout est pesant, et il ne traite jamais comme ça. Il ne Mhm. traite jamais comme ça, il le traite comme finalement un film d'Almodovar qu'il est quasiment le seul capable de pouvoir faire. C'est-à-dire de donner ouais, une espèce de comédie, un petit peu de mœurs, un peu utopiste, au milieu de sa colorimétrie à lui. Tu vois, au milieu de ces espèces de canapés rouges, de toute son espèce de Les science des motifs sur les couleurs. murs de l'appartement de Manuela, mais. Un truc complètement surréaliste qui est à la Suicidaire, fois. suicidaire, mais qui fonctionne, quoi. Mais C'est en ouf. fait, oui, parce que c'est Ouais. suicidaire, parce que lui aussi, il l'assume. C'est-à-dire qu'il assume lui-même de, par exemple, utiliser beaucoup de rouge et de jamais contrebalancer avec la couleur qui est censée être, on va dire, son opposé absolu ou son complément le Hmm. plus évident qui est le Évident, le vert. bleu. Par Ouais, exemple, il le fait pas. ouais, Ça, ouais. c'est des choses comme ça qui donnent un truc surréaliste où il utilise vraiment sa colorimétrie à lui, sa manière de filmer à lui, pour te donner toujours en fait ce truc un peu étrange, surréaliste, bizarre, de ces gens qui trouvent de l'espoir là où normalement il y en a pas. Et en fait, bah, ça donne ce truc qu'il est le seul capable de faire. Voilà. Et Ouais. ça s'explique pas trop, hein. Pour moi, c'est vraiment un cinéma, pour le coup, qui est difficile à analyser techniquement parce qu'il se vit plus qu'il s'analyse, quoi. Là, c'est Mhm. c'est- c'est assez difficile toujours de mettre le doigt sur pourquoi ça marche et pourquoi il te faut 3 plans pour comprendre que c'est lui derrière la caméra. Bah, ça s'explique pas trop, en fait, ça se vit. Tu Ouais, vois, il y a vraiment un ouais, truc particulier chez lui. Donc, ouais, pour c'est moi, sûr. oui, il a beau être un film extrêmement festival compatible, etc., tout ce que tu veux, une de ses grosses percées à l'international, bon, il n'empêche que c'est magnifiquement bien exécuté, quoi, et que ça reste un de ses meilleurs trucs, hein. Enfin, je le dis tout de suite, c'est quasi parfait, hein, tout sur ma mère. Oui, On oui, va de pas toute non façon, plus tortiller trop longtemps, hein. oui, il va pas se retrouver à côté d'Equilibrium dans la Voilà, picklist. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Même voilà. si, Je vais bon, parler peut-être un peu Equilibrium. du casting, etc., parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais, Ah bah mais là, ouais, on c'est a incroyable. tout le casting, hein. Ça joue entre Penelope Cruz, Marisa Paredes, Antonia San Juan qui joue une des femmes trans qui est Agrado, Ouais, Cecilia Roth, il y a Candela Pena qui joue Nina, l'actrice qui est dépendante à la drogue aussi, qui est maternée ouais. beaucoup par justement le personnage Aroma, de Uma. ouais. Non, non, c'est Elle couche avec le film, la, hein. la Pas troupe que la maternelle, fonctionne. elle couche avec, hein. Oui, 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 non, mais oui, oui, c'est Oui. ça. Mais la troupe fonctionne extrêmement bien, quoi. Oui, puis elle est très resserrée. Finalement, Ouais, t'as 4-5 personnages majeurs. Et c'est une vraie comédie de mœurs, en fait. Tu vois? ouais. T'as 4-5 personnages, et on les regroupe au même endroit, et on voit ce qui se passe. C'est La plupart du assez, temps, c'est ça. c'est assez marrant comment il fait. Il rend hommage beaucoup au Manuel, film d'époque aussi. Il y a bien sûr. tout le délire aussi de la pièce Un tramway nommé Désir qui Bien sûr. revient fréquemment puisque le personnage de Manuela voit en fait la pièce, la représentation à chaque fois de cette pièce puisqu'elle l'a jouée dans sa jeunesse, mais surtout voilà, enfin il y a aussi ce côté de deuil qui est passé puisque c'est la dernière pièce qu'elle a vue avec son fils. Et il y a une espèce de frontière à un moment donné qui est tellement floue qu'elle va jouer en fait, elle va remplacer Nina au dernier moment pour jouer la pièce quoi. Pour jouer Et Stella. ouais, et tout aussi fait écho justement à son histoire elle-même qui s'est barrée au dernier moment, enfin elle en avait marre de sa vie à Barcelone et de son mec, elle s'est barrée
à Madrid. Et je trouvais ça vraiment c'est très très beau. Hein. Enfin, pour le coup, émotionnellement, c'est vrai que ça marche Et d'enfer. puis il y a le traitement du personnage de Stanley dans Un très bon désir qui est mine de rien assez important parce que faut pas oublier que c'est un personnage qui est extrêmement romantisé dans la version cinéma par exemple. Ah oui, parce que c'était Marlon Brando qui le Bah, jouait. Marlon Donc, Brando, évidemment, tout le monde connaît, et qui est pas du tout présenté de cette manière-là, tu vois. Vraiment, c'est un point de vue. Alors, on peut pas dire un point de vue féminin parce que ça reste tout de même filmé par un homme, mais en tout cas, comme si la pièce était vue au travers d'un regard féminin, tu vois, vraiment, à 100%. Oui, et là, du coup, l'acteur qui joue ce personnage-là est un connard en plus. En plus, est imbuvable. Il y a une scène en coulisses qui est incroyable, quoi. Mais qui montre aussi que finalement, Marlon Brando, quelque part aussi, devait être pareil, je pense, en fait. Enfin, je veux dire, on a tous du recul aujourd'hui sur le personnage Marlon Brando. Devait être un sacré. Dernier tango à Paris, etc. On en a assez parlé. Oui, dernier tango, dernier tango à Paris, Mais voilà. Ça, je veux dire, il y a quelque chose d'un peu métafilmique là-dedans, bien sûr. Et et c'est jamais, par contre, c'est triste, enfin, ça peut être triste, c'est très chargé émotionnellement, mais t'as jamais l'effet pissade de violon, quoi. Enfin, en fait, reste il ne fait naturel. jamais de pathos, Almodovar. Ah ouais, il s'y refuse entièrement, de toute façon. Et je pense que c'est résolument un optimiste, de toute façon, hein, d'une certaine manière. Oui, parce que... C'est résolument un optimiste, puisque en même plus, au cœur du contexte le plus dramatique possible, finalement, tu retiens énormément de positif de Tout sur ma mère. Mais de toute façon, il résout un peu le deuil par... le deuil est... Par la filiation. Par la filiation, par la solidarité, par la création de nouveaux liens. Enfin, il y a un truc très... un peu concon, quoi, si tu veux, en fait, dans l'idée, mais ça marche super bien. Je dirais pas concon, je dirais altruiste, hein, tout bêtement. Oui, Tu vois. Par les la autres plupart des choses qui se passent dans le film, pourquoi Manuela finit par rendre service à Uma et à ouvrir un petit peu toute cette espèce de chorale qui va se former entre elles, bah c'est du pur altruisme finalement, tu vois. En fait, son intérêt à elle, très vite, elle finit par agir de manière assez désintéressée, tu vois. Et c'est pour ça que c'est intéressant alors oui, on n'est probablement pas les mieux placés pour en parler. Hein. On est entre hommes, donc forcément on parlait des femmes, bien sûr. Non mais la dernière fois, on a parlé de Green Book tous les deux, c'était drôle, personne n'est noir ici, à ce que je sache. Et là, on est en train de parler de Tout sur ma mère en étant deux hommes. Bon, ceci dit, c'est un film qui reste écrit et filmé par un homme, hein, donc bon, voilà. Mais est-ce qu'on n'est pas passionné par les femmes, Marvin, quelque part aussi donc bien sûr. Est-ce que quelque part, nous ne sommes pas des Almodovar en puissance? Probablement que si. Voilà. Donnez-moi une caméra, je vais vous le prouver. Non, mais bon, voilà. Mais bien sûr, évidemment. Est-ce qu'on pourrait filmer la sororité aussi bien que Pedro? Peut-être. Allez, ça va. On va se battre. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, c'est intéressant en fait d'utiliser ce mot-là qui est devenu qui est devenu, on va dire, plus courant à notre époque-là, de représentation de ce qu'on appelle la sororité d'une certaine manière, quoi. Désintéressé, en tout cas. Ouais. Non, c'est ça. Non, c'est pour le coup, c'est un super film qui a été un carton plutôt, parce que pour un film de auteur espagnol, on était sur un budget à 4 millions de dollars, il en a rapporté 27 millions quand même. Oui, bien sûr. Tu vois que ça coûte pas bien cher. Hein. Non, et 6 millions d'entrées en France. Hein. Ouais, bien sûr. 6 millions d'entrées en France. En même temps. Hein. Cette affiche-là, qui est devenue iconique en plus, qu'on a vu partout. Non, mais... Ah non, c'est assez ouf la répercussion qu'il a eu quand même sur l'Intas. Déjà sur le cinéma européen. C'est quand même c'est un des plus grands réalisateurs européens, pas se cacher. Donc, mais on va pas se le cacher. Moi, honnêtement, il y a peu de films hispanophones, en tout cas, que je peux citer comme étant aussi important, on va dire, dans sa portée, dans sa renommée. Peut-être Itu Mama Tambien, tu vois. Oui. Si je dois citer un autre film, encore une histoire de merde d'ailleurs. Les darons. Peut-être que les hispanophones ont toujours des histoires à raconter. Avec leur mère. Ouais. Mais ouais, en tout cas, il est de cette trempe-là, ouais. Ouais, complètement. Donc, en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est son pic de carrière aussi, hein, puisque c'est là où il a reçu le plus, on va dire, de distinction de la part de l'industrie, puisque il y a eu l'Oscar du meilleur film étranger. Enfin, l'Oscar de la langue étrangère, en gros, ils appellent ça Best Foreign Language Film. Et le Golden Globe aussi. Il a été récompensé au BAFTA Awards, il a été récompensé à Cannes. Alors, c'était meilleur directeur, c'était meilleur réalisateur. Goya Award, leur César à eux en Espagne. Pareil, Razia, 14 nominations, mais il en a gagné 7. Parce que ça va, franchement. Ça va, bien sûr. Non, mais c'est vraiment. Non, mais en fait, ce qui est intéressant quand on dit ça, c'est que il a fait partie de
de ces gens-là qui ont eu ce pic-là, qui se sont retrouvés acclamés en festival et par la critique, sans jamais se renier, en fait. Voilà, qui Sans n'a jamais trahi, changer son qui l'a cinéma. jamais trahi. C'est-à-dire que Voilà. c'est l'aboutissement de cette période de sa carrière, parce qu'il y a des choses qui sont marquantes dans Tout sur ma mère. En fait, c'est une transformation dans la continuité. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, le bon exemple, c'est il conserve ce qu'on pourrait considérer comme un espèce de tempo comique qu'il y a dans Femme au bord de la crise de nerfs, Talon aiguille, etc. Et qui va le transposer dans un contexte vraiment tragique. Par exemple, la scène de Manuela qui doit simuler, tu sais, l'annonce, bah ouais, tu vois, d'une mort de ses proches, et en fait, elle la joue comme plus ou moins une actrice, parce qu'elle a quand même un bagage d'actrice. Et en fait, tu pourrais presque avoir un tempo comique d'une certaine manière dans le fait que quelques séquences plus tard, elle se retrouve réellement face au même médecin qu'elle a formé à cette situation, parce que tu comprends que les mecs n'ont pas trop d'empathie, tu vois. Elle se retrouve face au même médecin à devoir subir cette situation-là en vrai, tu vois, qui pourrait être, tu sais, un espèce de gag, finalement, tu vois. En tout cas, un truc très, très ironique. Et en fait, c'est le moment quasiment le pic du tragique du film. C'est vraiment ça, quoi. C'est réemployer ce tempo comique-là pour basculer, en fait, complètement le ton de son cinéma à ce moment-là. Et je trouve que c'est brillant. Et le fait qu'elle soit opératrice aussi, que c'est elle qui distribue, entre guillemets, les organes à donner, c'est ce qu'elle fait. Et là, t'as un plan avec l'opératrice qui dit « Ah, c'est le fils de Manuela qui est morte. » Oh non, tu vois, enfin, il y a un truc... Cette fois-ci, c'est son tour, qu'elle doit donner, en gros, l'organe de son fils à quelqu'un qui en a besoin. Donc là, c'est le cœur, il me semble, qu'elle envoie. Ouais, c'est le cœur. Tu vois, le cliché du film de la maturité, pour le coup, là, ça marche, en fait. Oui, genre, clairement. Tu sais, il y a tout à ce moment-là qui se recoupe, et ça donne cette espèce de truc quasi parfait, quoi. Tu vois. Puis il y a plein de plans évocateurs dans ce film-là, qui sont même pas des choses extrêmement techniques, mais qui marchent tellement bien. Tu vois, genre, je pense à un des plans de la fin, avec le train qui part d'un côté, paf, le jump cut, et le train qui repasse dans l'autre sens. Enfin, c'est incroyable. Genre, vraiment, c'est absolument incroyable. Même le plan du rond-point avec toutes les... Ouais, c'est pareil. Ouais, C'est complètement fou. Et pourtant, t'as pas de mouvement d'appareil super chiadé ou quoi que ce soit dans ce cinéma-là, tu vois. En tout cas, pas dans ce film-là. Mais c'est juste beau, en fait. Ouais, mais non, parce que toujours... C'est vrai que c'est pas quelqu'un qui va bouger sa caméra, il va te faire un tonneau avec sa caméra, il va la balancer et faire ouais. Non, effectivement, c'est pas Tarantino, tu vois. Je dis pas que c'est voilà, il y a pas de mouvement d'appareil, c'est pas Soy Cuba, pas énormément tu vois, genre, de mouvement de balance grue, la caméra, tu vois, ouais. Non, il y a pas vraiment beaucoup de ça, il a pas besoin de ça de toute façon parce que je joue pense qu'il est très talentueux. sur le cadrage en fait, sur comment il va cadrer son truc. Parce qu'il est extrêmement talentueux et que c'est l'inverse du poseur. Oui. C'est-à-dire que en fait les choses vont. C'est pour ça que j'aime bien parler d'Itou m'attend bien aussi parce que pour moi je le rapproche vachement de Cuarón, tu vois. Oui. Almodovar. Moi je pense que Roma de Cuarón c'est le descendant direct d'un truc d'Almodovar en fait. Oui, bah clairement. Clairement, tu vois, comme Almodovar lui-même descend beaucoup de Buñuel, c'est pas un mystère, tu vois, c'est pas un mystère du tout. Mais Cuarón, ouais, je retrouve chez Cuarón dans ses films, on va dire, les moins spectaculaires, si on peut dire ça comme ça, je retrouve beaucoup de l'influence d'Almodovar, quoi. Et je les compare beaucoup tous les deux parce qu'ils sont vraiment faits de la même trempe, c'est-à-dire qu'ils sont juste très talentueux et qu'ils n'ont pas besoin de te le montrer. Voilà, en fait, c'est des mecs qui sont nés comme ça, qui ont du talent et qu'en fait, vraiment, tu peux rien faire contre. C'est juste l'œil, ok. Voilà. 6 sur 10. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur Tout sur ma mère? Bah écoute, là, non, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Après, non, en tout cas, moi, je suis déçu du chat. Aucun partage sur l'expérience de Lord Aaron. Ouais, rien du tout. Après, on a une personne qui s'appelle Calvas Power qui vient de rentrer dans le chat et c'est un événement d'une certaine manière. Oui, on est là, on est avec toi. C'est un hommage, peut-être. C'est un hommage. C'est un hommage à notre meilleur running gag. Voilà, peut-être aussi. Force à toi. Tu sais que j'aime ma maman, on me dit dans le chat. Ouais. Un problème. Voilà. Non, mais c'est très très bien. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on voulait entendre. On voulait entendre de toute façon. Mais Calvas Power, en tout cas, ouais. J'espère que tu portes bien la. Est-ce que tu t'es rasé le crâne, c'est ça la question. Est-ce que tu l'as vécu jusqu'au bout en disant j'abandonne la Calvas, je vais full shave. Ouais. Je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Limite. Voilà, exactement. Et j'espère que ça te va super bien parce que malheureusement, en tant qu'homme, on n'a pas la chance d'avoir un très beau crâne. Ah, il nous l'a dit, j'ai un très beau crâne. Donc, bravo à toi. Bravo à toi. Et si tu arrives à vivre avec et que tu es magnifique avec ce très beau crâne, j'ai envie de te dire
GG Calvas. On est là, bien joué. Bien joué, bravo. Pour la picklist, alors on va aller directement sur la picklist. Je vais la partager bien sûr sur le chat. Donc, alors ça va être dans combienième film? Ça va être le 55e film qu'on classe. 55e, quand même. 55e film qu'on classe. Sachant que cet été, on va taper vite. On a 11 films à faire avec Fast. On a 11 films à faire puisqu'on a Fast and Furious qu'on va intégrer dans la picklist, l'intégralité de la saga. Ça va être, notre saga. Ça va être notre saga de l'été. Ça va être notre saga de l'été. Voilà, un petit peu comme vous savez les vieilles sagas TF1, bah tu connais bien Luc, Dolmen, etc. On connaît. Dolmen, le Twin Peaks de Paimpol. Ouais, Dolmen, un petit peu le Twin Peaks de Paimpol, ouais, c'est un petit peu ça. Hein. C'est un petit peu notre Lovecraft breton. Ouais, oui, voilà, c'est Lovecraft à Lorient. Voilà. C'est ça. Voilà, Dolmen, on en a connu d'autres. Hein. Voilà, Zodiac. Il y en a quelques-uns. Zodiac qui est. Francis Huster, Zodiac avant Fincher. Zodiac avant Fincher. Le vrai Zodiac. Le vrai Zodiac. En France, quand on parle de Zodiac, on pense pas au film de Fincher. À tout ce qui est Claire Kamekor, un petit peu comme ça. Oui. Voilà. C'est. Ouais. Homme de culture, encore une fois. Bien sûr. Notre cinéma. Homme de culture. Zodiac qui a une suite d'ailleurs, c'est vrai. Hein. Zodiac, il y a une suite à Zodiac. Oui, il y a une suite. Oui, il y a une suite à Zodiac, effectivement. Que j'ai pas vu. Une sorte de Twin Peaks The Return, en fait, hein, Zodiac, la suite. Il y a le bad Francis Huster qui débarque. Ouais, voilà, quand même. Non, c'est vrai. Putain, dur. Non, la création française, moi je vous dis, ça s'appelait comment cette suite de Zodiac déjà? Ah, je m'en souviens. Attends. Attends, je peux chercher vite fait. Zodiac The Return, hein, je pense, hein, probablement. Hein. Série, suite. Attends, peut-être trouver, hein. Non, mais je pense qu'on va la trouver. Suite. Hein, Zodiac. Ah, mais il y a. Non, attends. C'est juste Zodiac. J'apprends un truc. Zodiac, une série télé. Attends, il y a encore une suite. Il y a encore une nouvelle série de 2026. Oui, qui n'est pas encore diffusée là. C'est fou. Waouh. Voilà. Wow. Ah oui, c'est Le Maître du Zodiac, la suite. Ah, c'est diffusée en 2006. Voilà. Et là, on a Zodiac. Et là, donc, réalisé par Bruno Garcia, réalisateur de la série Brocéliande. Et attends, avec Francis Huster, mais on n'a plus Claire Kame, on a Erika Saint. D'accord. Et je vais vous citer un truc quand même, hein, donc vraie citation. Hein, comme Scream 5, simplement rebaptisé Scream lors de sa sortie en salle pour marquer un nouveau départ, le retour de Zodiac sur TF1 choisit lui aussi la simplicité. Un titre épuré, comme pour mieux signifier une volonté de relancer la franchise tout en appuyant sur ses fondations. Putain, mais c'est incroyable à quel point ils prennent ça au sérieux comme. Non, moi je trouve ça fou. Il y a eu de l'argent, il y a des attentes de retour sur investissement, c'est ça qui est ouf. J'ai vu que Francis Huster a donné une interview où il dit les 6 épisodes de la 3e saison de Zodiac sont à tomber, ils sont vraiment exceptionnels, je suis fou de joie. Waouh. Je pense que le réalisateur Bruno Garcia a un côté presque Hitchcockien dans la façon dont il peut amener un suspense. Mais je suis hypé. 3-0, je suis hypé. 3-0. Non, mais c'est pas possible, c'est un sketch. Ah ouais, non, ils sont tous défoncés. Waouh. Non, j'ai hâte. Voilà. Tu sais quoi, c'est ce qu'on va faire cet été. On va se brancher sur TF1. Voilà. Zodiac en live, en commentaire live, n'hésitez pas. Le commentaire audio Zodiac. Donnez beaucoup d'argent, hein, sur le Patreon, ouais, parce que là, merde. Parce que c'est beaucoup de temps perdu quand même. En plus, là, je suis en plein rewatch des Sopranos. Alors, crois-moi que quand je vais finir les Sopranos, Zodiac 2. Faut se mouiller la nuque. Le maître de Zodiac, les Sopranos, ouais, c'est plus pareil. Ouais. Ça va être chaud. Ça va être terrible. T'as vu le maître du Zodiac, toi, ou pas? Non, t'as pas vu. Je me souviens plus si je l'ai vu. Je sais plus quand c'était diffusé, je ne sais plus. Dans le début de la fin, à un moment donné, ou pas? Non, on a été resté à Dolmen qui jamais. Dolmen, c'est pas mal déjà. Non plus. Il est pas sorti. Il y a eu un problème. C'est un Lost Media. Un Lost Media, ouais. C'était un Lost Media parce que j'en ai eu un problème sur l'audio, je crois. C'est resté dans les limbes. Donc on l'a regardé pour rien. Donc. Waouh. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Mais homme de culture, c'était aussi. Comment ça s'appelle cette actrice? Un trou de série finie, on va dire, qui a été comblé. Attends, qui était dans Dolmen? Comment elle s'appelle déjà? Dans Dolmen. Non, l'actrice de Dolmen, putain. Attends. Ça, tu vois, ça, c'est des vraies discussions. C'est ça, C'est ça qui. C'est Ingrid Chauvin, putain. Ingrid Chauvin, qui elle aussi est avec Claire Kem, une des grandes figures de cette série-là. Il y avait une saga de l'été aussi qui s'appelait. Comment ça s'appelait? Attends, avec Ingrid Chauvin aussi? Il y avait pas Méditerranée? Attends. Ou Tramontane, un truc comme ça. Quelque chose comme ça.
Méditerranée. Méditerranée. Ouais. Grosse saga. Le parrain en Occitanie, d'une certaine manière. Putain, elle a fait Meurtre au Mont Ventoux. Il y a eu Meurtre au Mont Ventoux. Ah ouais. Oh la Ouais, alors vache. ça, par contre, ça va trop loin. Oui, Tramontane, ça existait, hein, Calvas Power, on me dit. Oui, ça me dit quelque chose, moi, ça. Ah, c'est ça. Ah oui, Mais c'était Méditerranée, aussi... ouais, c'était le parrain en Occitanie. Mais quoi. oui, c'est vrai qu'elle était en duo dans Femme de loi avec Natacha Hamel. Oui, bien sûr. Ça aussi, mais ça aussi, Extraordinaire, ça série aussi. de culture, ça, série de culture. Tout ça, ça c'est notre grande période, tu vois, de la veille du retour à l'école, tu vois, le dimanche soir. Tu vois, les corps des juges et flics, tout Ah ça. bon. Femme de loi, Julie plus... Lescaut, d'une certaine manière. Ah, Julie Lescaut. Voilà, bon, ça a mal vieilli, hein, surtout pour les Ah gens non. impliqués. Non. Voilà. Ah non, mais Femme de loi, Dolmen, oui, c'était pour la culture, c'est sûr. Ah non, c'était Et vraiment d'une certaine manière, la pour la boucle, culture. la boucle s'est bouclée le jour où je me suis dit, je voyais Julie Lescaut quand j'étais petit, tu vois, et je me suis fait bloquer par Véronique Jeunesse après une insulte sur les réseaux sociaux. Et j'ai bouclé la boucle, d'une certaine manière. Elle avait dit quoi comme dinguerie? Parce Je qu'elle sais est partie, plus, elle est partie full Comment connerie. elle s'appelait cette autre série aussi? Il y avait une autre série d'une meuf flic là. Alors, série Non, flic. mais la plus Attends. populaire. Série flic, TF1. Ouais, Oui. on deep dive, Comment on ça fait un s'appelait deep dive. On fait un deep dive. Balthazar, Je vais la non? retrouver. Non. Non. Ah, connu! Non, je vais te dire. Une femme d'honneur. Une femme d'honneur. Oui, Une attends. femme d'honneur. Avec Corinne Touzet, évidemment. Ah, je me rappelle le générique où elle collait son petit patch, la gendarmerie, sur sa Ah petite chemise. oui, Corinne Touzet! Mais oui, Corinne Touzet, bien sûr, évidemment. Ah mais Voilà. putain, mais oui. Je sais pas pourquoi on en est arrivé là, hein, mais encore une fois, personne n'est là pour nous en empêcher. On parle de femmes. On parle de femmes fortes. Ah, c'est vrai, on parle oui. de femmes. On parle de femmes qui se soutiennent. Voilà. De Diane, sororité, quelque part. Diane, femme flic aussi. Il y avait eu des crossovers, Julie Lescaut, une femme d'honneur et tout. Il y avait eu des trucs comme ça. Il y avait un univers partagé. Il y avait le MCU avant l'heure, tu vois, d'une certaine manière. On les a démontés. Hein. PJ, ouais, ça j'avais déjà lâché, moi, je crois. Ah, non, les corps des juges et flics, commissaire Moulin, tout ça, un peu, tu vois. Mais après. Après, quand ça a commencé à partir dans la police scientifique, moi, c'était moins mon truc, tu vois. Ah, tout de suite. Moi, je préférais les mecs un peu à l'ancienne, tu vois, qui faisaient. Le commissaire Moulin, il avait pas besoin de prendre sa pince à épiler pour ramasser des poils de cul, tu vois, c'était pas pareil. Non. Non, lui, il faisait ça à l'ancienne, tu vois, c'était pas pareil. Lui, c'était à la gueule. C'était, toi, t'es un méchant. Voilà. Il y avait Rhys, police scientifique, avec Jean-Pascal. Rhys, c'était naze. Avec Jean-Pascal. Ah oui, putain, mais oui. Perturbateur, on le connaît. C'est vraiment les experts de chez Wish, tu sais. Il y avait les experts Paris, d'ailleurs, avec Vincent Pérez. Ça a pas duré longtemps, mais ça existait. Les experts avec Vincent Pérez, ça me dit rien, ça, tu vois. Si, une version parisienne, une version française. Ça a dû durer pas bien longtemps, parce que c'était pas... Ça a pas marché aussi bien que Miami, etc., quoi. Ah bah, tout de suite, oui, c'est un Miami, peu moins... Manhattan, mais Paris, moins. Ouais. Moins stylé, ouais. Alizé nous dit aujourd'hui on a HPI, bah oui. Bah on a... On a HPI et la version américaine, d'ailleurs, qui est High Potential, je crois. Voilà. Qui existe sur je ne sais plus quelle plateforme qui ne cesse de nous envoyer des pubs de ça. Disney+. Oui, c'est Disney+, ouais, effectivement. Voilà. Avec, c'est Kathleen Olson qui joue. Ouais, qui reprend le rôle de Audrey Fleurot dans HPI. Ouais. Courage à elle. Tout à fait. Donc là, vous voulez du cinéma qui met en avant les femmes ou des séries qui mettent en avant les femmes, on vous a cité un paquet là quand même. Mais alors là, vous pourrez pas. Alors tu as cité un paquet. Je vais te dire que toi, t'as quand même une sacrée culture. Ah bah j'ai une culture de la télévision française, mon gars. Faut venir me chercher, honnêtement. Honnêtement, il faut venir me chercher. J'en ai vu des choses. Ah la vache, putain. Ouais. Alors, bon, la de Louis la Brocante à l'Instit. Let's go. Tout. Gérard Klein dans l'Instit, t'inquiète pas. Jean-Luc Reichmann, c'était quoi sa série déjà? C'était Léo Mattei. Léo Mattei. Commissaire Giordano, ça te dit quelque chose? Tu te rappelles de ça? Avec le vieux qui a joué dans Scène de ménage après. C'est comme ça, Commissaire Giordano. Sauveur Giordano? Sauveur Giordano, pardon. Sauveur Giordano. C'était incroyable aussi. Et Pierre Arditi. Et il y avait un gars aussi. Il y en avait d'autres alors. Je sais plus comment s'appelait aussi cette incroyable série avec le type qui a joué dans Scène de ménage après là. Le vieux? Ouais, le vieux là. Non, parce que faut que je repasse Gérard Scène de Hernandez. ménage. Comment ça s'appelait ce truc? Il avait sa série aussi.
Gérard Hernandez, hop, Gérard Hernandez, il a joué dans Scène de ménage. Pierre et Mère, c'est ça, Père et Mère. Père et Mère, mais il y en avait d'autres, il y en avait d'autres. Il y en avait une autre, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était waouh. Enfin, tout ça, quoi, toute cette époque un peu bénie, hein, d'une certaine manière. Les années, fin 90, début 2000. Ouais, voilà, tous ces trucs-là, bon, bah, c'était vraiment. Non, le truc de Stéphane Bern, c'était un one-shot, hein, c'était un téléfilm. Et c'était pas mal, pour le coup, c'était une réussite. Ouais, vraiment, c'était vraiment bien. Non, il a réussi le truc. Non, il a été fort. Ouais, oui, le drone, la scène du drone, bien sûr. La scène du drone, c'est... Tout à fait. Oh, bah c'est Stranger's Tier, hein, je te le dis. C'est magnifique. Biaresque. Tout à fait. Donc, Tout sur ma mère, 55e film. Ah oui, on y va. Qu'on y revienne là, ça c'est vrai. On y va. Alors, je rappelle juste le classement. Les 3 premiers, Alien de Ridley Scott, Le Narcisse Noir, Parasite, avec 9,2 sur 20. Enfin, sur 10, pardon, qui est en 3e position. Et les 3 derniers, bien sûr, La Route de Johnny Codd, The Electric State des frères Rousseau. Et les 4 Fantastiques, bien sûr, Frank, en 50e position, qui clôture tout ça avec la note de 1 sur 10. Alors, Tout sur ma mère, bon, il n'est pas Josh Trank compatible, donc il sera pas en bas. Non, je pense pas. Tu mets combien, Marvin? Je pense que je lui mets 8. Même pour WAM aussi. Parce que c'est pas mon préféré non plus. Non, après je pourrais pas te dire quel est mon préféré d'Almodovar. Hein, je pourrais te dire. Non, c'est difficile, mais je pense qu'il y a du 9 ou du 10 potentiel, tu vois. Oui, non, c'est sûr. Mais là, Tout sur ma mère... Après, je mets peut-être Volver au-dessus, hein, faut voir. Faudrait revoir. Ça dépend des moods. Alors, 8, il arrive donc, hop, dans la grosse battle des 8. Alors, ils sont quand même nombreux. Sur les 8. Alors, 8, il y a Boys of Fred, Magnola, Freaks, L'Impasse, Jurassic Park, L'Âme des Guerriers. L'Âme des Guerriers étant le 8 le mieux élevé. Le plus élevé? Ouais. Et en dessous de L'Âme des Guerriers, c'est quoi? C'est cette merde de Jurassic Park. Et Boys of Fred et tout, c'est en dessous, ça? Ouais, L'Impasse est en dessous de Jurassic Park, après c'est Freaks, Magnola et Boys of Fred. Est-ce que tu serais d'accord pour le mettre entre L'Âme des Guerriers et Jurassic Park? Bah ouais. Bah, ça me paraît sa bonne place. Bah, c'est en vrai, oui. Bah oui. Effectivement, on nous dit la même note que Boys of Fred, finalement, le cinéma de maman. Ouais, le cinéma de maman, c'est 8. C'est 8. Voilà, si un jour on fait momie, c'est 8. Tu vois. Voilà. L'Âme des Guerriers, c'est une mère qui prend les armes. Guerriers, bah oui, c'est 8. L'Âme des Guerriers, c'est 8. Allez. Jurassic Park, ça reste un cinéma de maman, c'est que des femelles. C'est 8. C'est 8. Ouais, alors, c'est 8. 8 pour les autres. Non, mais c'est 8 pour les autres. Pour nous, c'est 5. Tu vois. Ouais, voilà. Voilà, non, mais bon. Non, bah oui, Tout sur ma mère. Alors, Tout sur ma mère arrive 14e quand même. Est-ce que tant qu'on y est, on peut pas mettre Jurassic Park en dessous de, de tout le reste? Non, vu que les autres sont pas là. Oui, en fait, Jurassic Park, déjà, qui est au-dessus de l'Impasse, c'est quand même un crime. Hein. Bon, franchement, déjà, ouais, c'est dur. J'ai pas compris. Mais bon, tu te rends compte que j'ai fait cet épisode avec Manu et Vesper, donc je pouvais pas gagner. Bah oui, c'est vrai qu'il y avait un. Je pouvais pas gagner. C'est genre, mais vous êtes sûr, Al Pacino quand même non. Déjà, je pense que je me suis bien démerdé pour qu'il arrive là, honnêtement. Oui, t'as vendu le film. Donc disons, entre L'Âme des Guerriers et Jurassic Park, c'est bien. Non, c'est bien. Voilà. C'est déjà... En sachant que j'adore L'Âme des Guerriers, vous le savez, mais en vrai, honnêtement, qu'il soit au-dessus ou en dessous, ça me dérangerait même pas. Non, mais moi non plus. Moi, en fait, tout ce que je voulais, Marvin, dans cette histoire, c'est qu'il soit au-dessus de Jurassic Park. Voilà, donc juste au-dessus, c'est bien. Entre L'Âme des Guerriers et Jurassic Park, moi, ça me paraît pas mal. Non, c'est pas mal. Donc, il est, voilà, entre L'Âme des Guerriers, qui est 13e, et Jurassic Park, qui arrive donc 15e, qui descend peu à peu. C'est mon travail. Voilà. C'est mon travail. Je travaille dessus. De le faire descendre, bien sûr. Et la semaine prochaine, il va encore descendre. Il y en a pas mal qui vont descendre, moi je te le dis. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen qu'il y en a pas mal qui descendent là. Malheureusement, il y a peut-être même une histoire vraie qui va se prendre une claque aussi. Fait chier. Après, ça dépend lequel on préfère. C'est pas mon préféré des 3. Les 3 Nosferatu? Tu préfères Herzog, c'est ça? Ouais. Ouais, pas mal, j'étais sûr. Et c'est normal, parce que c'est quelque chose de... Il y a une typicité chez Herzog là-dessus qui est quand même bien sympa. Ouais, et puis tu sais, c'est un peu Malik-Core, c'est un peu Malik-Core le Herzog. Bah ouais. C'est bien. Tu sais, ça monte des montagnes sur l'or du Rhin. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est fait pour moi. C'est mort. Voilà. L'or du Rhin, les montagnes, et l'or du Rhin,
la conquête des États-Unis, bah voilà, tu m'as. À chaque fois, t'as gagné. C'est bon. Quoi, c'est pas difficile finalement. Hein. Non, c'est pas difficile le cinéma. De faire plaisir. Franchement, pour moi, tu mets n'importe quoi là, sur l'or du Rhin. Enfin, je suis désolé. T'aurais mis l'or du Rhin sur les 4 fantastiques de Josh Trank. Voilà. Non, mais je le dis, hein, franchement, il y a moyen. Il y a eu des problèmes de production, je m'en fous. Regardez-moi ça. Je m'en fous, regardez-moi ça, c'est incroyable. Voilà, c'est tout. Tu mets l'or du Rhin au moment où ils sont dans leur vaisseau là. Incroyable. C'est bon. Incroyable. C'est bon. Ah oui. Ça sauve tout. Tout à fait. Eh ben écoutez, merci beaucoup Marvin. Merci à moi-même aussi. De rien. Remercie, parce qu'il faut se remercier. Oui, t'as raison. Il faut se remercier. Merci beaucoup. Merci. Gracias. Dankeschön. Merci. Non. Mais je t'ai dit, moi, mon LV2, c'est l'allemand. J'ai jamais fait espagnol. Gracias. Voilà, comme ça. Gracias. Comme ça. Gracias. C'est comme si tu te mordais un peu la langue. Gracias. Ouais, c'est pas mal. Tu penses que je peux survivre à l'Espagne maintenant? Bon, de toute façon, c'est pas très compliqué. Ouais, c'est pas compliqué. Ouais, tu rajoutes des syllabes aux mots que tu connais et puis tu t'en sors. Hein. T'inquiète. Ouais, ça c'est super ça. Oui. Ouais. Oui. Écoutez, quand tu vas dans un pays anglophone, tu parles français, mais tu mets un accent. Ouais, c'est pareil. Bonjour. Je cherche Big Ben. Piccadilly Circus, yes. Je veux trouver la Tamise. Tu vois, des trucs comme ça. Oui, j'adore le fish and chips. Mais tu peux faire ça. Pendant des heures. C'est facile. C'est vrai que je t'ai déjà raconté cette histoire où une fois j'ai rencontré un gars. Je vais raconter une anecdote. La taupe au guichet. J'ai la taupe au guichet. Où sont les toilettes? Je peux vous raconter cette anecdote personnelle d'un gars que je connaissais qui tenait un bar sur Saint-Malo. Alors je vais pas le nommer parce que voilà. Ouais, vas-y, dis-moi. Et lui, quand il parlait à des clients anglais, il parlait pas du tout anglais, tu vois. Et du coup, son cerveau disjonctait. Et donc, il faisait exactement ce qu'on vient de faire de manière involontaire. C'est-à-dire qu'il leur parlait français avec un accent anglais, tu vois. Et je me rappelle, j'étais à côté, au bar et tout. Et puis, du coup, les Anglais, ils payent. Et puis, lui, il arrive, il fait « Merci beaucoup !» C'était incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'était totalement involontaire. Son cerveau, il a claqué, tu vois. Il en parlait comme ça. « Oh, merci beaucoup !» C'était merveilleux. Ah, je suis confused. Oh, je suis confused. Oh, il pue ce clacos. Ce genre de choses. Tout à fait. Ah, c'est fou. Tout à fait. La souris de Shrek. Ah putain. Ah ouais, c'est dingue ça. Ah ouais. Mais ça m'arrivait souvent quand je faisais l'hôtellerie-restauration, des fois de déconner comme ça. Mais involontairement, si tu veux, quand quelqu'un a un accent. Ouais, non, mais ça m'arrivait parce que j'avais beaucoup de. En fait, mon hôtel où je bossais à Chantilly était tenu par une secte. Quoi? C'était une secte pakistanaise. Et Quoi? Ouais. Non, mais c'est un délire. C'est un délire. Wow. J'avais un cours sur la secte d'ailleurs par celle qui s'occupe de la coordination en fait. Et je suis resté 4 ans quand même. Et ça va, c'était pas non plus. Est-ce que t'as évolué dans la secte Non, je suis resté juste le réceptionniste de nuit. Non, t'aurais pu devenir une sorte de magnat de l'immobilier, je sais pas, tu vois. Mais non, mais c'était autre chose. Mais non. mais non. Et du coup, j'avais les Pakistanais des fois au téléphone. Alors c'est le pire anglais du monde hein, en termes d'accent et tout. Faut comprendre, c'est chaud. Et des fois, en fait, je prenais l'accent au téléphone. Je me rendais pas compte avec la fatigue. Il devait croire que tu te foutais de sa gueule. C'est terrible. C'est terrible. Et dans un souci de bienséance, tu ne referas pas cet accent ce soir. Non, pas le Apu Effect ici, pas ce soir, pas maintenant. Non, merci. Non, pas maintenant, pas ce soir. Pas ce soir. Ouais. Ah non, je voudrais pas me foutre dans une merde totale alors que je suis un peu déjà fatigué, quoi. Eh bien, merci beaucoup. On va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, je reprends juste mes notes. Hop, le courrier du Durandos, c'est votre moment, les auditeurs, pour partager votre avis sur le podcast, nous de faire un petit jeu et bien sûr de balancer les meilleures recommandations du monde, pour vous dire carrément. Alors, en termes de commentaires, en ce moment, on a été un peu gâtés. C'est plus, pas forcément du Patreon, puisque Bad Boys 2, bon, les gens ont aimé, mais bon, ils ont dit, bon, rien à dire. Hein, tout a été dit dans le podcast. Rien à dire. Par contre, c'était sur Sens Critique et sur Podcast Addict. On a eu quelques noms. Et je vais commencer avec celui de Sens Critique, qui a été écrit. Alors, ce qui est bien avec Sens... Ah ouais, c'était Ryoji. Alors, Ryoji. Il faut que je remette un petit mise en page, voilà, qui soit mieux.
Donc Ryoji nous a mis 8 sur 10. Comme 8 sur pour 10. Tout sur ma mère. Ouais, voilà, ouais. Bah, il parle pas de Daron dans sa critique, donc Ah ouais. la théorie est un peu pesée. Donc, il met en titre Ascension du haut bien. Shitlist a marché pour que Epic Cinéma puisse marcher. Non, oubliez ça, les aphorismes, ce n'est pas mon fort. Putain, c'est un aphorisme, ce que je viens d'écrire, ou une métaphore. Bref, Picklist, c'est le podcast né de la suite de Shitlist. Non, attendez, on reprend. Epic Cinéma, c'est la même bande que Shitlist, mais pas tant, parce que des fois, Marvin Montes, il est pas là. Ou alors, il présente et il est énervant, lui. Mais pas toujours. Il présente, hein, il est toujours énervant. Une fois sur Twitter, il m'a dit que, enfin bref, on s'en fout. Et il y a des invités, c'est pas toujours Stéphane Boulet, qui est souvent énervé, par Marvin. Par contre, ça change pas. Mais Marvin, il énerve tout le monde en même temps. Donc Epic Cinéma, c'est toujours du bon podcast avec une équipe qui est bien. Et cette fois, c'est pas que des mauvais films, c'est des fois des bons films. Mais que Marvin dit qu'ils sont pas toujours tip-top, voire bof, voire mauvais, voire merdiques. Et ça énerve. Putain, c'est vrai quoi, Marvin, faut arrêter d'énerver les gens. Surtout que des fois, il a raison, le film, il est pas tip-top, voire un peu bof, voire carrément mauvais. Peut-être même en fait merdique. Et ça énerve encore plus quand il a raison, sérieux. PS, Rogue One, c'est pas tip-top. Merci Ryoji, merci beaucoup. Merci. Au moins la voix de la raison quand même. Je suis désolé de t'énerver, ce n'est pas volontaire. Non, mais je pense que il y a des fois des gens que t'aimes bien. Tu sais, je regarde beaucoup de podcasts ou des trucs. Des gens que j'aime bien, mais qui m'énervent par moment. Mais bien sûr. Ils m'énervent. Moi, par exemple, vous m'énervez la plupart du temps. Mais je vous aime. Ah oui. Je sais, mais c'est la vie, Et, bien sûr. Et des fois, c'est vrai que t'as envie de dire, putain, je mets tu commentaire, putain enculé. Dis qu'en fait, ça ne sert à rien, puisque tu vas pas lire le commentaire. Ça ne sert à rien. Déjà, moi, les commentaires, je les découvre en direct, puisque je ne les regarde pas. Mais j'aime bien quand c'est Luc qui me les lit, en fait. C'est mieux. Parce que je suis un compteur de génie. Exactement. C'est un compteur de génie. Et du coup, quand il me les lit, c'est presque de l'ASMR. Il comme a quand j'écoute le temps de s'endormir. C'est comme quand j'ai envie d'écouter Le Temps des Tempêtes. Tu vois, c'est un peu ça quand tu me lis. C'est un peu ça. Voilà, tout à fait. Écoute, un jour, je te lirai Le Temps des Tempêtes, si tu veux. Ah bah, pas de problème. Kadhafi 94, 5 étoiles sur Apple Podcast Addict. 5 étoiles sur 5, bien sûr. C'est moi, Kadhafi. Super podcast. Merci pour Hcast et VHS et Canapé. Les gars, vous m'avez fait refaire mon VHS et Kadhafi. Bien sûr. Tout à fait. Ça sera un super podcast. Hein. Non, Kadhafi, par contre, bon, faut qu'on parle sérieusement. C'est quoi ce pseudo? Oui. Commence pas en plus par c'est moi, Kadhafi. Kadhafi. Enfin, je veux dire, c'est brutal. On est en liaison de l'enfer, là. On est en liaison de l'enfer directement avec Kadhafi. Ouais, c'est terrible. Parce que j'espère qu'il est pas au paradis quand même, faut pas déconner. Non, mais c'est assez ouf comme pseudo. Faudra expliquer le contexte un jour, Kadhafi. Ouais, un jour tu nous diras. On le passera. On passera ton explication. Peut-être que je sais pas, il s'est dit tiens, je vais mettre le pseudo d'un malade, oui, d'un dictateur et mon numéro de département. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. J'espère que c'est pas ton adresse mail pro quoi. Kadhafi33@gmail.com, pas ouf. Bonjour, je postule pour votre poste. Alors, c'est quoi ton... Voilà, non. Alors, il y a un truc qui peut être sauvable, mais c'est un peu triste, mais je pourrais comprendre, c'est que ce soit son vrai nom de famille. Ouais, dans ces cas-là, je retire tout ce que j'ai dit, désolé. Et que du coup, ça fait quand même un peu chier. C'est vrai que d'un côté, voilà, c'est relou. Non, c'est relou, je pense, à vivre. En vrai, Kadhafi, tout de suite à l'image du... Ouais, bref. Tout à l'heure, il était dans le chat, alors n'hésite pas à t'exprimer. Oui. On sera là pour t'écouter, il n'y a pas de problème. Alors, le jeu de la semaine, cette semaine... Oh, j'ai fait original. Oh. Le original. Meilleur film de 99 ? Non, on l'avait déjà fait, je crois, en plus. Le meilleur film espagnol ? Eh ouais, le top des meilleurs films espagnols, selon les utilisateurs de Sens Critique. Et cette semaine, ils ont encore... Oh, ça va. En fait, en vrai, il y avait pas trop... On pouvait pas trop chier dans la colle. En vrai, parce que bon... Après, ça dépend sur quelle période ils se sont concentrés et tout, tu vois, donc... Il y a du polar, j'imagine. Il y a du polar. Il y a du Alex de la Iglesia, même pas. Non, ça, en fait, c'est de la merde. 10e position, les meilleurs films avec Denis Ménochet. Non, c'est pas Asbestas. C'est Asbestas. Mais c'est le moins bon Sorogoyen. Bon, après, ça reste un bon film, hein. Mais c'est le moins bon Sorogoyen. Tu veux que je te dise un truc ? C'est le seul Sorogoyen qui est dans le classement. Non, mais les gars. Que Dieu t'ose pas le donner, je sais pas, par exemple, quoi. Que Dieu nous pardonne. Il est où dans le classement ?
Ouais, un Madré. Ah, il est 31ème. Il est 31ème. Il est 31ème. Figure-toi. D'accord. Waouh. Pour moi, c'est. Waouh, ouais. pique, Et en fait. Madré, El Reno Ah, El Reno. El Reno. 19ème. Waouh. Ah 19ème. ouais, Et d'accord. Madré, je crois qu'il est encore plus bas. Hein. Ah ouais. Putain, moi, j'aime bien Asbestas, hein, mais je trouve vraiment que c'est le moins bon, quoi. Ouais. Madré qui est très très bien. Hein. Oui, c'est sûr. Madré qui est très très bien. Il est 49ème. Voilà. Ouais, Voilà, mais je voulais juste te niquer un petit peu l'ambiance. Voilà, voilà. Donc, 10ème, on a donc Asbestas. Bon, ok, qui est pas mal, hein. Qui est pas mal. Non, mais qui est vraiment pas mal. Hein. Oui, non, mais c'est pas mal. Ouais. Mais 9ème position. 9ème position. Bon, c'est un indice maison. Faut que tu chiales. Voilà, c'est un réalisateur, faut que tu chiales. Donc c'est Bayona. Mais c'est lequel? Et Ah ouais. bah c'est Monster Skull. Non. Ils ont pas mis Monster Skull? C'est The Impossible? Non plus. Ah, c'est l'orphelinat. C'est l'orphelinat qui est en 9ème position, Ah oui. effectivement. Bon, qui est pas le plus chialant de tous ces films. Non. Bon, si, un petit peu, quoi. Bah, mais il essaye J'aurais mis Monster Skull, tu me dis faut que tu chiales, je te mets Monster Skull, tu vois. Oui, mais là, non. C'est pas Et celui-ci. je préfère Monster Skull, du coup, c'est con. Que En l'orphelinat. fait, l'orphelinat, je crois que c'est celui que j'aime le moins de Bayona. Et j'ai pas vu le truc des cannibales, là. Enfin, le truc des gens qui se mangent après l'accident d'avion, je l'ai pas vu encore. Donc, Oui, c'est le film de Netflix, ouais. Je l'ai vu, ouais, je l'ai vu. Mais moi, je trouve que The Impossible, c'est pas mal et que Monster Skull, c'est. Ah, c'est le meilleur film de Tom Holland, hein. Moi, je suis à ça de te dire que je préfère Fallen Kingdom à l'orphelinat quand même. Oui, mais je veux dire, l'acteur Tom Holland, The Impossible, c'est son meilleur film. Ouais, ça se joue entre ça et le plan à l'intérieur de son trou de balle, quoi. Dans Cherry. Là, je sais pas, faut voir. Ouais, il y a ça, il y a un travelling dans un colon, enfin bref. Alors, oui. Là, je vais dire que le classement, il est quand même emporté en majorité par Almodovar. Donc à chaque fois, il va falloir deviner quel Almodovar. Ah, il va falloir deviner lequel c'est. Donc en 8ème position, le Almodovar avec qui est le meilleur film sur la médecine et le meilleur film sur la beauté féminine. Attends, alors ça fait plusieurs films ça. Ah bah ouais, c'est chiant. Hein. Bah c'est pas tout sur ma mère. C'est pas tout sur ma mère. C'est 3 ans après. Donc en 2022. En 2002. C'est alors il y a qui? Attends, parce que moi les dates, tu sais. Regarde qui a dans le classement. Les dates, tu m'auras jamais avec les dates en fait. C'est même pas son casting habituel. Alors, le casting c'est féminin. pas. Le titre, il est en français, non Oui, il est en français, ouais. C'est Parle avec elle. Parle avec elle, effectivement, c'est Parle avec elle. Parle avec elle, 8ème position. 7ème position, il a été remaké de la pire des manières par le pire acteur. Ouais. Alors, le film. Lequel pire acteur, le film original, je suis pas trop fan, même si j'aime bien le réel. Mais. Le truc qui a été remaké, qui a fait Vanilla Sky. Ouais, exactement, c'est Ouvre les yeux d'Amenabar. J'avais oublié le nom. Et oui, avec Penelope Cruz. Moi, je sais pas, quand tu m'as dit le pire acteur, je cherchais un film avec Jared Leto et je trouvais pas. Oh, on a l'autre. On a l'autre. Ouais, alors la pire personne, peut-être. Le pire acteur, non. Non, c'est pas le pire acteur parce qu'il a fait Ice Watch. Bon, après, Vanilla Sky, c'est pas terrible. Non, c'est nul. Non, c'est nul à chier. Non, il faut avouer que la tronche qu'il a dans Vanilla Sky, en plus, ça porte plus à rire qu'autre chose. En vrai, oui, c'est plus. Tu rigoles. Tu rigoles plus que tu es en train de dire oh le pauvre. Je l'avoue. 6ème position. Pas fan de très longtemps. En général, moi. Si, je sais qu'il y en a un autre qui peut popper. Thésis, c'est très bien qu'il y en a un autre qui peut popper dans le classement, là, non? Oui, je vois ce que tu veux. Oui, hein. Je vois pas de du quoi tout tu parles. J'aime pas du tout ce film, mais bon, je sais qu'il va arriver. Avec l'ex-femme de l'acteur de merde. Ouais, on est d'accord. Oui, mais j'ai compris. 6ème position. Je sais pas, ça fait très longtemps que je l'ai vu, donc je ne pourrais pas te dire si il a vraiment bien vieilli ou pas. Les meilleurs films se déroulant à Barcelone. Ouais. J'évite d'aller vraiment dans les détails parce qu'en fait, on peut trouver facilement. Les meilleurs films d'horreur des années 2000. C'est Rec? Ouais, c'est Rec, ouais. Rec, t'en penses quoi? Pas mal, Rec. Après, de là, le mettre dans un top 10, je suis pas persuadé que... Bon. Oui, c'est pas non plus fou. Après, c'est sympa, Rec.
Ces suites sont pas top, hein. Il y avait Rec 2 qui était là, donc Alors la il y a Rec suite. 2 qui est à la Rec, rigueur se tient. Il y a Rec Rec 3. pendant le mariage là. Et oui, le 3 qui est un peu le Evil Qui Dead. est en fait un truc très bizarre qui mêle found footage et on va dire non found footage d'une manière complètement conne. Et le 4, je l'ai pas vu. Et le 4 qui est en fait le retour du personnage du 1 La journaliste, ouais. qui présente le mal absolu sur un bateau, je crois. Oui, ça se passe sur un bateau. Et je sais pas si c'est en found footage. Je sais pas si le 4 est en found footage. Je suis pas persuadé, je sais plus. En tout cas, le premier Rec, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs found footage de cette époque-là où on en foutait un peu partout. Mais bon, de là, le foot dans un top 10 des films espagnols, je pense que c'est un peu osé, quand même. Surtout qu'on n'a pas foutu d'autres Sorogoyen. Surtout qu'on n'a pas foutu les meilleurs Sorogoyen, quoi. Tu vois, donc je suis un peu, j'ai un peu peur de la suite, hein, quand même. Je te cache pas que... Et la 5ème position, les meilleurs films de fantômes. Donc c'est le fameux film d'Amenabar que j'aime pas trop qui s'appelle Los Otros. Los Otros, les autres, effectivement, The Others, effectivement. The Others. Los Otros. 4ème position, les meilleurs films de Pedro Almodovar, les meilleurs films avec Penélope Cruz et les meilleurs films se déroulant à Barcelone. C'est Volver. Non. Attends, ça va être lequel du coup? Non, c'est pas celui-là. Lequel? Ah bah mais non, je suis con, bah oui, tout sur ma mère, n'importe quoi. Sur Madaron, effectivement, 4ème position. 3ème position, les meilleurs films de Pedro Almodovar, les meilleurs films avec Penélope Cruz. Attends, ça va être lequel du coup maintenant? Je l'ai dit avant ou pas? Oui. C'est Volver. Oui, c'est Volver, c'est Volver, ouais, effectivement. Okay. Ouais. Oui, bah oui, la suite logique, oui, évidemment. Deuxième position, les meilleurs films de Pedro Almodovar. La Piel qui habito. La Piel qui habito, oui, effectivement. Ah, j'étais sûr qu'il serait si haut, j'en étais sûr. Ouais. Et le premier. Alors là, du coup. Les meilleurs films avec Sergi Lopez. Espagnol? Ah, c'est Labyrinthe de Pan. C'est Labyrinthe de Pan, effectivement. Ouais, d'accord. Il est considéré comme un film espagnol. Ouais, c'est pour ça, j'ai un doute. Ouais, alors ça, non. Hein. T'aimes pas le Labyrinthe de Pan? Bah, pour moi, non, c'est même pas top tier del Toro. Hein. Sérieux? Ah ouais, c'est vachement bien le Labyrinthe de Pan. Non. Ouais, non, c'est pas mon préféré. Ok. Bon, après, ça rentre pas dans le classement, mais tu vois, je préfère Les Chines du Diable, je préfère... franchement... je préfère le Labyrinthe de Pan. Désolé. Ouais, ok. Désolé. Ok. Désolé. Après, film espagnol, c'est tendancieux. Franchement, Oui, il y a des fonds américains dedans. Pour moi, c'est un film excitant. Ouais, tout. Non, mais après, c'est une production espagnole, je suis d'accord. Mais... Oui, c'est une coprode européenne aussi, hein, donc... Enfin, coprode européenne, mexicaine, américaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas cité plein de trucs... C'est bizarre quand même. On n'a pas cité Les Chines du Diable, qui est 11ème, par exemple. Ouais, puis on n'a pas cité... Cria Cuervos, de Carlos Sora. Cria Cuervos. On n'a pas cité des réalisateurs d'avant, enfin, tu sais, genre... Alex de la Iglesias, Le Crime Parfait. Bah, par exemple, Alex de la Iglesias, il n'y a rien, il n'y a même pas Balade à Tristé, tu vois. Il n'y a pas... Je sais pas. Bon, après, c'est pas mon préféré, mais en général, celui qui ressort le plus. Tu pourrais dire que La Plateforme est 21ème, tu vois, par exemple. Oh non, arrête. Il y a même pas un film avec Antonio de la Torre dans ce bordel là. Bon. Qui est pourtant leur acteur, c'est leur Gérard Depardieu, tu vois. Mais là non. Non, pas ce soir. Non, ils ont pas envie. Quand je réfléchis. De la Torre, bah non, il est même pas dans Asbestas, de la Torre. Non, je crois pas. Hein. Putain, il y a même pas la Isla Minima dans le machin là. La Isla Minima, si je l'ai vu passer. La Isla Minima. Si, il est 16ème. Ah, 16ème, ouais, bah oui. Il aurait pu être plus haut quand même. Hein. Oui, mais ici, on s'en bat les couilles. J'ai l'impression c'est un peu random par moment. Mais voilà, c'est un classement un peu décevant, hein, on va pas se le cacher. Et c'est quoi le premier Alex de la Iglesia, par curiosité? C'est Tristé, non? Ou c'est Le Jour de la Bête? Je sais. Non, c'est Le Crime Parfait. Le crime... Mais attends. Le crime... Alors, c'est Le Crime Farpé, pardon. Oui, Le Crime Farpé, ouais. Ouais. Okay. Oui, c'est une question de... Oui, c'est celui que j'aurais mis tout en haut, mais ok. C'est une question de popularité, Alizé, c'est ça. Souvent, c'est ça, en fait. Ouais, ok. Non, mais ok. Mais ouais, voilà. Non, je sais pas, je pensais que Tristé ou Le Jour de la Bête, ça aurait... Non. Qu'est-ce que tu me recommandes cette semaine, Marvin? Ouais, plaisir. Écoute, je vais te recommander, ça va être le truc le plus simple du monde, puisqu'on a regardé un petit documentaire juste avant le début de cet épisode. C'est pas le truc du bus français? Mais si, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Il y a un documentaire donc Netflix qui vient de sortir là. On est le 13 mai, c'est aujourd'hui, donc c'est sorti aujourd'hui. Qui est donc
le fameux documentaire sur l'équipe de France à la Coupe du Monde 2010 à Naïsna en Afrique du Sud, qui s'appelle Le Bus. Voilà, elle bouffe. Imagine à l'international, les mecs ils voient ça, ils comprennent rien quoi. Enfin, c'est vraiment un truc français. Attends, là, pour le coup. tu es en train de. Ah oui. Ah oui, bah c'est vraiment franco-français. La grève, la révolution, tout ça, vous connaissez. Ah oui. Donc, alors effectivement, Redfish, tu le précises dans le diable, alors il y a tout cet argument marketing un petit peu du genre, on a accès au journal intime de Raymond, puisque voilà, Raymond Domenech est au centre, hein, bien sûr, de l'histoire, et donc, le truc étant qu'il tenait alors, je vais te couper. un journal intime. Alors, est-ce que c'est je vais te couper, c'était quand même quelqu'un de pas très malin. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un de pas très malin. J'aurais pas dit ça. Je dirais que c'est plutôt quelqu'un de profondément malfaisant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même quelque chose de fascinant qui se dégage de ce documentaire. Je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, il y a ce truc de Raymond Domenech, qui en fait est un joueur qui a eu une carrière assez dramatique et qui était un joueur détesté avant de devenir sélectionneur des espoirs, notamment de l'équipe de France de foot, puis d'être parachuté à la tête de l'équipe première à la place de Laurent Blanc. À ce moment-là, il y avait eu un mini scandale quand même quand il est arrivé. Parce que Laurent Blanc, du coup, a eu le poste qu'après lui. Et donc Elvas Power nous demande si sa haine de Domenech va-t-elle être renforcée, mais je pense que il n'y a pas de personnage plus détestable au cinéma que Raymond Domenech dans ce documentaire, c'est terrifiant. Non, vraiment, c'est pire que... C'est le colonel Course, X Dark Vador, enfin, je veux dire, c'est un truc de mal. Vraiment, c'est fou. Donc, en fait, c'est donc l'histoire de Raymond Domenech, qui s'avère être un type qui se prend pour un intellectuel de haut vol, qui se retrouve à manager une bande de sportifs qu'il considère comme de profonds débiles. Ouais, déjà ça part mal. En fait, c'est l'intello de la fac qui se retrouve à manager les sportifs de l'équipe de football américain. Tu vois, c'est à peu près ça. Oui, intellectuel astrologue, parce qu'il a un penchant pour l'astrologie. Et je pense que ce mec-là doit avoir un côté New Age. Tu vois, genre, il leur faisait faire du théâtre et tout, des trucs comme ça. Il parle beaucoup de plein de trucs, en fait. Il a dit qu'il faisait pas jouer tel joueur parce qu'il était Verseau ascendant Scorpion. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a un moment, il dit il y avait 7 scorpions dans l'équipe et mon but c'était d'en virer le plus possible. Mais en tout cas, il arrive en 2026 sur cette histoire. Il arrive devant la caméra et il déteste tout le monde, il regrette rien et il a l'air très fier du bordel qu'il a foutu. Et c'est assez incroyable parce qu'il a aucun regret sur le fait d'avoir fait payer à Anelka tout le bordel qu'il a foutu, probablement par opportunisme et à l'aide du racisme le plus crado possible, parce que c'est un peu le fond de l'histoire. Hein. Oui. Voilà. Et donc, tu as les fameux témoignages de Patrice Evra, de William Gallas, je crois qu'il y a... on voit un peu Ribéry, alors il témoigne pas directement, mais on voit Ribéry. Bon, Anelka est pas là, c'est dommage, parce que ça aurait été le contre-point parfait, je pense. Oui. Et beaucoup Domenech, qui est là, très fier de ses conneries, très fier d'avoir foutu le bordel, d'avoir tout laissé... tout laissé pourrir en étant hyper fier de ce qu'il a fait, quoi. Vraiment, c'est complètement dingue. C'est un crash en direct. Mais le documentaire est assez bien foutu, il faut le dire. T'as François Manardo qui était l'attaché de presse de l'équipe de France à ce moment-là, donc qui est quand même le type qui était au premier rang de l'explosion, tu vois. Et je sais pas quoi penser de ce truc, si ce n'est que c'est assez bien mis en scène, assez bien foutu. Ça se répond très bien entre les différents interlocuteurs qui, on le comprend assez vite, ne se parlent plus beaucoup. Hein. Enfin, tu vois, c'est assez compliqué, quoi. Mais en tout cas, waouh, quoi. Je sais pas si Raymond Domenech est conscient de l'image qu'il dégage dans ce documentaire, mais c'est bien crado quand même. Hein. C'est vraiment bien crado. Donc voilà, ça doit durer 1h30, c'est plutôt bien rythmé, c'est rigolo. Et c'est pas traité d'une manière trop partisane. Tu vois, je pense que... Ouais. Je pense que, voilà. Au niveau pas du montage, des et même Roselyne Bachelot qui est là. Ah, aussi, bien sûr, Roselyne. Elle a son rôle dans tout la récupération politique qu'il y a eu après avec le FN, hein, notamment, hein, etc. Parce que oui. Cette fameuse intervention des fameux caïds qui tenaient en laisse des gamins apeurés. Voilà, tu vois, je pense que on voit bien dans le documentaire que on a dépassé le stade de la maladresse. Dans ce genre de documentaire, ce que j'aime bien, c'est le montage et les images d'archives. On est comment là-dessus, là On est pas mal, bah, y a tout. Hein. Après, en même temps, c'était un événement qui avait été très documenté. Enfin, faut se rappeler qu'il y avait eu un direct du fameux entraînement avec le bus, etc. Donc je veux dire, voilà, les embrouilles en direct entre le préparateur physique, Evra, etc. Tout est là. Tout est là, bien sûr, mais surtout, tu as le recul. Tu as le recul sur les gens. En tout cas, tu as le recul des gens sur les événements.
Et là, tu te rends compte que Domenech, enfin, je veux dire, clairement, il y a volonté de nuire, quoi. Il y avait volonté de nuire. Il n'y a pas de maladresse, tu vois, parce que pendant des années, on a quand même dit oui, mais regardez, c'est un pauvre mec qui s'est retrouvé au milieu de gens qui l'ont bully et l'autorité. Oui, clairement, en fait, le vrai caïd de l'histoire, c'est lui, tu vois. Genre, c'est lui, oui, c'est Domenech le mal. Domenech, c'est le mal. C'est lui, Damien. C'est lui, Damien. C'est pas les autres. Et honnêtement, c'est même pas le documentaire qu'il présente comme là, c'est lui tout seul. Hein. Enfin, je veux dire, là, il est là en interview, il est vachement fier de lui, de toutes les saloperies qui ont été faites en 10 jours, tu vois. Et c'est assez terrible, quoi. Donc, bon, ça vaut le coup. Voilà, sur Netflix à partir d'aujourd'hui, ça s'appelle Le Bus. Le bus. Le Bus. Ok, ça marche. Bah écoute, moi je vais me regarder ça me donne bien envie. Ouais, non, regarde-le, franchement, tu me diras, mais c'est assez lunaire par moment quand même. Hein. C'est assez lunaire. Et pourtant, pour l'avoir vécu en direct à ce moment-là, etc. Oui, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu, mais là, c'est. Il y a la demande en mariage à Estelle ou pas ouais, bien sûr, c'est une des racines du mal, hein, bien sûr. Estelle, je t'aime. Voilà, c'est ça. Mais tu pourrais te dire qu'après toutes ces années, les gens ont du recul, et en fait, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Parce que c'était en 2010, hein, c'est ça, si je dis pas de conneries. Ouais, c'était en 2010, ouais. Et 16 ans plus tard, rien n'a changé. les gens sont pires qu'à l'époque, je dirais. En tout cas, lui est pire qu'à l'époque encore. Ah putain, sa mère. Voilà. Écoute, moi en recommandation, j'ai un truc un peu particulier parce que j'étais un peu en train de regarder des vidéos YouTube sur le développement de certains jeux vidéo, notamment sur la partie technique. J'ai cru que tu allais me dire le développement personnel. Je deviens RH, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Raison. D'ailleurs, les RH, je trouve que peut-être dans les métiers les plus imblérables du monde. Ouais, il y a RH, il y a huissier de justice. Huissier de justice, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Hein. Vraiment, ça c'est un truc terrible. Flic, voilà, ça se joue. Mais RH, c'est vraiment, tu sais, il y a un truc un peu bizarre parce qu'ils ont l'illusion d'aider les gens, alors qu'en fait, non. C'est pas leur job. En fait, ils sont formés pour considérer les gens comme des ressources, du coup, c'est dans leur bien sûr, clé, tout en jouant cette espèce d'énorme jeu de la Startup Nation, de la grande famille, de l'amitié, de la proximité. Ouais. De la bienveillance, le management bienveillant, le fameux. Il y a une vidéo d'ailleurs il y a une vidéo là que j'ai vue il y a pas longtemps d'un de nos anciens invités, Benjamin de Bolchegeek. Je crois que c'est pour l'UMA qu'ils ont fait ça, c'est un format qui s'appelle Corporate, où justement ils parlent du management bienveillant, de tout ça, voilà. Ouais, non, mais c'est un métier assez bizarre parce qu'ils ont l'impression de faire le bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils sont mentalement. Je sais pas. Branchés. Alors, honnêtement, je sais pas s'ils sont pas conscients au fond, tu sais, genre. Tu sais, genre, est-ce que tu fais pas ce métier et tu rentres chez toi le soir? Attends. Il y a Plop qui arrive. Arrêtez de critiquer mon métier. Bah tiens, Plop. Allez, Plop. On est désolé. Et probablement qu'il y en a des biens, comme on dit, tu vois. Mais je me demande si tu fais pas ce métier en sachant quand même au fond que t'es une merde, quoi. Tu vois. Je sais pas, tu vois, si tu rentres pas le soir chez toi et tu te dis. Plop. Je vais poser la question à Plop. Plop. Est-ce que t'as pas l'impression d'aider les gens? Et quelque part, est-ce que t'es pas en train de te fourvoyer? Est-ce que c'est pas le moment de changer de vie? Et ça fait combien de temps que tu fais ce boulot? Voilà. C'est ça aussi la question. En écoutant ce podcast ce soir, tu te dis pas je change de vie parce que je ne peux plus moralement assumer cette fonction. Ouais, faudrait que tu dis. Réponds-nous. Il a perdu le. Ouais, non, réponds-nous. Je vais passer ma recommandation et on en parle juste après. Là, on a un RH en direct, attention. On a un RH en direct. Attention, ça se trouve, c'est le RH de ma future boîte. Donc, si c'est ça, je retire tout il t'aurait envoyé un message. Plop est un habitué, donc il t'aurait envoyé un message. Non, moi, c'est la série de documentaires, parce que je parlais donc de développement de jeux vidéo et il y a un mec qui documentait bien là-dessus. Alors, je sais plus le nom de la chaîne, mais ça va pas être ça, la reco. C'est qu'en fait, il parlait d'un documentaire qui s'appelait From Bedrooms to Billion, qui est une série de documentaires qui parlait de l'Amiga et pas mal de consoles, mais aussi de l'arrivée. Il y a un documentaire de 3 heures sur l'arrivée de la PlayStation dans l'industrie vidéoludique au milieu des années 90. Et c'est un super documentaire, puisqu'en fait, il va pas que se concentrer sur le truc que tu as souvent sur les vidéos YouTube, c'est-à-dire la culture, enfin le soft power de Sony et la culture que ça a donné avec les différents personnages. En fait, c'est le côté vraiment secondaire du bordel. Ce qui était assez intéressant et ce qui développe pas mal, c'est comment une division, enfin qui n'ont aucune expérience en fait dans le jeu vidéo, aucune attache, parce qu'en fait ils vendaient des Walkman et des télés concrètement, et producteurs de cinéma quoi. C'était un peu dans l'entertainment, mais ils n'étaient pas beaucoup sur le, c'était pas du tout sur le jeu. En fait, comment ces mecs-là sont arrivés
par en fait un foirage d'un deal qu'ils avaient fait avec Nintendo, comment ils sont arrivés en fait à faire en gros bon bah on va faire notre console et on va essayer de ramener le plus possible de développeurs et de studios en fait dans notre giron et dans une espèce de tentative de révolution qui pouvait être foirade hein, parce que la 3D ça n'a pas été non plus un truc qui a été quand Sony est arrivé c'était déjà un petit peu sorti peut-être chez Sega mais aussi à la 3DO et trucs comme ça. Et en gros, bah, comment faire pour que on fasse notre niche au milieu de tout ce bordel qui était entre la guerre entre Sega et Nintendo. Et c'est super intéressant puisqu'en fait, il parle énormément des problèmes de ressources liés au kit de développement, comment... ouais, bah, c'est ça le problème principal, c'est comment ramener des studios pour dire, bah, vous allez voir, en fait, chez nous, bah, c'est avantageux parce qu'il y a la 3D, ça coûte... Voilà, on va essayer de vous aider pour les ressources, que ça coûte moins cher et tout. Et du coup, il y a énormément, parce que c'est un documentaire qui avait été financé sur Kickstarter, donc ils ont pu payer énormément de gens pour venir parler. Et donc il y a tous les développeurs stars des années 90, donc il y a Shinji Mikami, il y a Hideo Kojima, il y a les créateurs aussi de l'Odyssey Deb, tous ceux qui ont mis un peu leur pied dedans dès le début avec la 3D, et c'est assez incroyable, enfin c'est assez intéressant de voir comment en fait eux ils parlent en fait des problématiques qu'ils ont eu en fait de développement, de passer de la 2D à la 3D, comment ils se sont démerdés et tout. Et c'est vachement, c'est super bien, c'est super intéressant en fait, ça arrive à être didactique là-dessus. Et notamment aussi les différentes techniques de limitation. Que ça couvre, c'est sorti en 2020, donc ça couvre la PlayStation à la PS4. Et il y a aussi tout le parallèle, enfin il y a tout le truc avec la PS2. Et aussi de savoir en fait les différentes techniques de limitation technique, comment faire pour qu'en gros la console arrivait. Par exemple, il y a alors malheureusement l'ancien producteur des GTA, Leslie Benzies. Ouais, j'ai pitié pour lui, hein, pour Mindhunter et tout ça, pour pas Mindsight, pardon. Force à lui. Force et courage. Mais il parlait d'un truc assez intéressant, c'était la technique de comment faire pour rentrer une ville comme Liberty City sur la PS2, alors que techniquement, la bande passante, enfin la mémoire de la console, est extrêmement limitée en fait. Et il explique en fait qu'en gros, c'est par la technique du streaming et que en gros, tout se chargeait au moment où le joueur se pointait sur la map. Et qu'en gros, fallait limiter énormément de choses. Et qu'en gros, il y avait un risque que la console prenne une claque, puisqu'en fait, elle est surchargée à fond. Parce qu'elle jouait beaucoup sur les données qu'il y avait sur le DVD. Dont un problème qui est arrivé. Alors, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je sais pas, je sais qu'il y a eu des joueurs qui avaient eu des problèmes. Au moment de jouer à GTA San Andreas, c'est certains qui ont eu des problèmes avec leur PS2 qui avait cramé, quoi, ou qui avait pété. Oui, je me souviens de cette histoire, ouais. Parce qu'en fait, en gros, le fait que énormément de données se retrouvent sur le disque, qu'il faut charger en instant assez rapidement, en fait la console elle te fait ouais frérot là c'est bon, tu me saoules, tu vois, tes arbres là tu vas te les foutre au cul, c'est bon, j'ai pas envie de te les stripper. Donc il y avait énormément de problèmes liés à ça. Et non c'est super intéressant, c'est un documentaire. Il y avait des bugs très étranges d'ailleurs sur cette génération de consoles. Je me rappellerai toute ma vie d'un truc dont je n'ai jamais eu la réponse. C'était, je sais pas si tu te souviens d'un Tomb Raider très mineur qui était Angel of Darkness. Oui, qui était une exclue PS2 à ce moment-là d'ailleurs. Qui était une exclue PS2 et qui était le premier Tomb Raider avec des zones semi-ouvertes, on va dire. Oui. Où il y avait une zone à Paris d'ailleurs, je me souviens, etc. Et si tu y jouais sans carte mémoire, le jeu frisait. Le jeu frisait. Il parle énormément de la période PS2, PS3 comme étant le pire moment pour être un développeur. Non, mais je n'ai jamais su pourquoi. Ouais. Pourquoi, si tu ne mettais pas de carte mémoire dans la console, le jeu frisait? Alors, ça s'explique par 2-3 trucs. En vrai, ils expliquent en fait que la PS2, par exemple, ils avaient sur leur carte mère, ils voulaient en gros... Et ce qui était vrai à une certaine période, c'est que la console était en avant sur le PC, par exemple. La Sony, avec la PlayStation, foutait une branlée. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, hein. Mais ils foutaient une branlée au PC. Et pareil pour la PS2, elle était un peu en avance par rapport au PC, puis après, ça a été éclaté. Mais ils avaient une carte, leur carte mère qu'ils utilisaient, en tout cas l'architecture de la carte mère et tout. Bah ouais, c'était puissant, sauf que c'est des ressources qui vont dans un coin, dans un autre, dans un truc comme ça. La PS2 la PS3 était beaucoup comme ça. C'est-à-dire que tu avais énormément de puissance d'un côté, d'un autre, et en fait, il fallait jauger avec tes encodages et tout pour dire bon bah ça faut prendre là. Du coup, ça a été un enfer. Ça a été un enfer pour tout le monde au début de comprendre comment ça fonctionnait vraiment. C'est dingue. Et moi je me souviens que du coup, Tomb Raider Angel of Darkness, t'avais une partie des ressources qui étaient dans la carte mémoire. Moi je trouve ça dingue. Peut-être que c'était, il y avait une sorte de, il y avait pas une sauvegarde automatique ou un truc comme ça, ou il y avait pas une. Je sais plus comment ça se passait.
Et moi, je me souviens que si je me rappelle en fait que je m'étais retrouvé à un moment donné en galère de carte mémoire. Et j'avais tenté de lancer le jeu plusieurs fois pendant une semaine, un truc comme ça, en attendant de récupérer une carte mémoire, tu sais. Oui. Et je me rappelle que tu recommençais le jeu à chaque fois parce qu'à un moment ou à un autre, il finissait par friser. Carte mémoire que Et le jour où tu te dis, ça coûtait je une récupère blinde. ma carte mémoire, du coup, j'aurais plus de problème, même s'il frise, c'est pas grave. Et ben, il frisait plus jamais. Donc Ouais. voilà, c'était ça. Bon, il y avait énormément de problèmes sur Angel of Darkness, de problèmes de conception d'ailleurs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'était ce qui est assez ouf là d'ailleurs, la carte, je me souviens, la carte mémoire PS2, ça coûtait une blinde. Hein. Ouais, ça coûtait une blinde, c'était quoi? C'était 40... 8 mégas, je crois. Et 8 mégas, c'était 45, 60 euros. 8 hein. mégas, c'était 45-50 balles, ouais. La petite Pour carte mémoire noire. la carte mémoire noire officielle Sony, ouais, c'était pas rigolo. Ouais. Hein. Non, ça rigolait pas. Et donc voilà quoi. Donc c'est From Red Hoods to Billions et c'est PlayStation Era quoi. Et qui est vraiment très bien. Pour le coup, il y a plein de game designers et de techniciens qui interviennent et c'est il y a Marc Cerny, je crois, celui qui s'occupe de l'architecture de la PS4, PS5, PS6 bientôt. Et non, c'est vachement bien. C'était super cool. Alors on a Plop du 92 qui nous dit. Ah oui. Alors, on revient sur le sujet. Je suis RH depuis quelques années et contrairement à vos avis, les RH sont sympas et ils veulent comme tous être tranquilles. Donc plus les gens vont bien, moins on les emmerde. Alors ok, d'accord. D'accord. Ah mais Non, mais après, il est possible aussi qu'on soit pas tombé sur les bons. ce qui est étrange. C'est une possibilité. Alors moi, ma RH actuellement, je l'aime bien. Oula. Non mais ça se passe bien. Ouais, d'accord. On sent qu'il parle sous la menace. Ça se passe bien. Mais ma RH que j'avais dans mon ancienne boîte qui nous ont vendu était une affreuse connasse. Il y a aussi je connais d'autres RH qui font pas du tout leur taf. Hein. J'ai actuellement ma compagne, ma bien-aimée, il y a des emmerdes avec une RH et j'ai envie de la défoncer. Donc, il y a des RH. Donc, ceux qui font mal leur taf ou qui font genre je fais bien mon taf, je suis gentil, ça passe pas très bien. Voilà. C'est un vaste débat. Un jour, on fera une tier list de nos RH. RH. Voilà, la tier list des RH de certaines boîtes. Voilà. Ouais. Voilà. Après, comme dirait l'autre, il y en a des biens. Voilà. Avec un. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est un peu comme les flics. Il y en a des biens. Je suis dans une phase de transition entre deux boîtes, donc je sais pas. Oh, ouais, pour l'instant, tu restes. Tu restes. Je reste discret sur ce sujet. J'attends de juger sur pièce. Voilà. Tu verras quand tu poseras tes premiers RTT. J'espère juste que le jour où je vais arriver pour signer mon nouveau contrat, on va pas m'attendre en me disant bah dis donc, j'ai écouté le podcast, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Non, parce que vu le nombre d'écoutes qu'on a, je me dis, tu sais, il y en a bien qui nous écoutent, donc on sait pas. Mais peut-être que. Oui, attends. Moi, j'attends le commentaire un étoile du RH qui dit vous êtes des enfoirés. Ouais, voilà, tu sais, genre touché au plus profond de sa chair, on sait jamais. Et les gens qui vont voir sur la page du podcast qui vont dire il y a une RH qui dit vous êtes des enfoirés. Je comprends pas. Et du coup, c'est intriguant. Genre. Voilà, comme dit Pedro de la Piedra, not all RH, hein, bien sûr, on n'est pas là pour faire des amalgames, bien sûr. Donc, bien sûr, pas de problème. Bien entendu. Mais voilà, c'est la fin de cette émission. Et on va pouvoir passer au crédit. Alors, merci Marvin, merci pour cette émission. Merci. Merci le chat. Gracias le chat aussi également. El Chato. El Chato, bien sûr. El Chato. Marvin, Hcast, je sais qu'il y a des épisodes. À Hcast, il y a des épisodes qui vont arriver. Ouais. On n'a pas encore enregistré l'intégrale de The Roundup parce qu'il m'en reste encore à voir. Seront-ils enregistrés? C'est ça la question. Oui, je pense. Oui. Après, il y a des choses qui se préparent puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu l'annonce de la restauration et de la diffusion de Pékin Opera Blues de Choi Ark. Du coup, donc il est possible qu'on fasse un petit truc autour de ça. Voilà, c'est en discussion en ce moment. Voilà, bon, ça avance. Moi, je suis content. Ça avance. Moi, je suis content. Soutenez-nous bien sûr sur Patreon, patreon.com/pixcinema, bien sûr pour soutenir l'émission si vous aimez notre émission. On remercie El Gasto et Bacchus qui ont rejoint le Shitlist Plus. Et bien sûr, ils sont là. Ils sont nombreux. C'est le Hall of Fame. Le Hall of Fame. Alors, faisons l'espagnol. Merci, gracias. Gracias à Seb Nacho, l'anonyme du Hall of Fame, Jérémy Courtemancho.
Aurel Boreo, non, bah c'est bon, j'arriverai pas sinon. Non, The c'est bon, Keeper, Rust in Blue, David Intelligator, Egandi quand même, Angelo Haas, Nicolas, Julien Somanette, Edouard Cruz, Miss GTG, Manu Landbout, Pierre MSD, François Gerlo 13, François Lemeu, Utopie Sauvage, Labrador Fougueuse, Squirrel Goat, Rafiki, Louis H, Gamera, La Revanche d'Iris dans Pix Cinéma, Rogue One ne mérite pas la shitlist, si, Rogue One mérite la shitlist, et Shazam mérite la shitlist. Et retrouvez-nous bien sûr la semaine prochaine pour vous parler de Nosferatu de Murnau. Pixcinéma, le podcast @gmail.com pour les SAV. Rejoignez-nous sur Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Bien sûr, c'est la teuf. Rogo, c'est Rogo Uno no merito la shitlist. La shitlist, voilà, c'est comme ça qu'on nous dit dans le chat. Moi, je pense que c'est vrai. Ça puisque malgré mon nom, je suis pas forcément polyglotte. Voilà. Ça marche super bien. Non, mais ça marche super bien. J'aime beaucoup. Non, mais je pense que c'est bien. Je pense que c'est ça. À mon avis, c'est ça. Club du 92 qui dit bonne nuit les petits. Bonne nuit, buenas noches les petitos. Los petitos. Los petitos. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles sur Apple Podcast, Addict ou Spotify. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Salut. C'est copyrighté. Copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter.